Alors, l'inflation est de retour? Ouais, elle est de retour. Putain de banque centrale, bordel. De quoi? Eh ben oui, ils ont injecté je sais pas combien de trilliards de millions de milliards de dollars et d'euros là. Et après, surprise, il y a de l'inflation. Quelle bande de relous. Mais non, mais l'inflation en ce moment, c'est pas la faute des banques centrales, hein. C'est surtout l'énergie. Autant c'est pas toujours évident de bien comprendre ce qui se passe dans l'économie mondiale au moment où ça arrive, souvent on a besoin d'un peu de recul pour bien comprendre et analyser, autant je peux t'assurer que de toutes les explications possibles, blâmer les banques centrales pour l'inflation actuelle, c'est la moins probable de toutes, hein. L'inflation actuelle a très peu de chances d'être due à l'action des banques centrales. Mais arrête de déconner, les données sont publiques. Allez, on sort les graphiques. Le chart des injections monétaires de la Banque Centrale Européenne en zone euro et le chart des injections de la Fed, la Banque Centrale des États-Unis. Je crois que l'analyse est vite faite, non? On connaît l'histoire. En 2008, la Fed lance un programme appelé Quantitative Easing. Elle fait tourner la planche à billets. Donc, on voit bien là le saut de 2008. La Fed remet le couvert en 2012 et puis en 2020, Covid. Et c'est reparti pour un tour de planche à billets. Il y avait moins de 1000 milliards de dollars en circulation en 2008, tandis qu'aujourd'hui, on en est rendu à 9000 milliards, 8000 milliards de dollars en plus. Et pour l'Europe, c'est un peu plus tardif, ça démarre en 2015. Et là, on passe de 1300 milliards à 6300, donc 5000 milliards d'euros en plus. Des injections monétaires massives. Bon, excuse-moi de comprendre un minimum l'économie, hein. Si tu ajoutes de la monnaie comme ça, comme un bourrin, les prix montent. Inflation, CQFD. Ok, il y a malheureusement pas mal de choses qui vont pas dans ta démonstration. On va les lister tranquillement. Mais la première, qui est en elle-même suffisante pour discréditer ta thèse, c'est juste le timing. La Fed lance son programme de quantitative easing en 2008 et la BCE en 2015. Pourtant, dans ces deux pays, l'inflation arrive exactement en même temps, en 2021, respectivement 13 et 6 ans après l'intervention de ces banques centrales. On pourrait aussi parler de la Banque centrale du Japon, qui expérimente le quantitative easing dès les années 2000, sans inflation, et qui remet ça en 2012, toujours sans inflation, puisqu'elle est toujours faible au Japon, à peine 2% en ce moment. Non, vraiment, si tu veux garder ta thèse d'inflation par la planche à billets des banques centrales, il faut m'expliquer ces histoires de délai. Ouais. Mais pourtant, quand on rajoute de la monnaie dans un système, les prix montent, non? Non. Bah, si. Non, on a déjà une vidéo sur le sujet. Dire qu'ajouter de la monnaie dans une économie cause de l'inflation, c'est aussi réducteur que de dire manger de la viande fait grossir. Manger de la viande ne fait pas toujours grossir, loin de là. Et puis aussi, on peut grossir en mangeant autre chose que de la viande. Rajouter de la monnaie dans une économie ne provoque pas systématiquement de l'inflation. Et aussi, l'inflation peut démarrer sans qu'aucune planche à billets ne bouge le moindre sourcil. C'est d'ailleurs ce qui se passe la plupart du temps. Et j'ajouterais même pour finir que les planches à billets que tu accuses ne sont pas celles que tu crois. Le quantitative easing ajoute de la monnaie à un endroit où il est évident qu'elle ne sera pas dépensée pour créer de l'inflation. Oui, alors, c'est-à-dire? Bon, avant de me lancer, je suis obligé de partir sur une petite définition. L'inflation, ce n'est pas la hausse des prix. Ah bah première nouvelle, bordel, s'il y a bien un truc dont je suis certain, c'est cette histoire de hausse des prix. L'inflation, c'est la hausse des prix. L'inflation, c'est la hausse des prix des biens et des services de consommation, le fameux panier de la ménagère. Donc, si le prix de ces énormes tuyaux de canalisation grimpe, c'est pas de l'inflation. Si le prix des rails de chemin de fer grimpe, c'est pas de l'inflation non plus. Si le prix des Airbus A320 grimpe, c'est toujours pas de l'inflation. Ok, ouais. Ouais, d'accord, il faut que ce soit des trucs qui sont consommables. D'accord, que les consommateurs achètent. Mais enfin, si le prix des rails ou des avions grimpe, le prix des billets vendus aux consommateurs risque bien de grimper aussi, non? Donc là, ce sera de l'inflation. Vrai, mais tu l'as dit toi-même, le prix des billets risque de grimper. Ça dépend de ce que les entreprises décident de faire, reporter la hausse des coûts de production sur les billets ou non. Si la hausse des prix représente un coût supplémentaire très important, ce sera reporté pour sûr, mais si c'est pas le cas, ça peut ne pas être reporté et donc ne pas causer d'inflation. Ouais, ok, je vois la nuance. Deuxième élément très important, la hausse des prix des biens immobiliers n'est pas de l'inflation. What? Bah, acheter une maison, c'est pas consommer peut-être. Non, d'après les normes statistiques en vigueur partout dans le monde, c'est investir. On ne considère pas qu'un achat immobilier est une forme de consommation. Ainsi, seule la hausse des loyers compte pour l'inflation, mais pas la hausse des prix immobiliers, ni la hausse des dépenses liées au remboursement de certains crédits immobiliers. On a déjà 2 vidéos sur le sujet, elles sont sur le site d'Osons Comprendre pour le moment, excellent site, abonnez-vous, mais elles devraient très bientôt arriver sur la chaîne. Mais c'est fou ce truc. Bah non, on avait dit 6 mois, donc là, je laisse passer le mois d'août et puis ça sortira en septembre. Mais non, le coût des prix de l'immobilier qui est pas dans l'inflation.
Le sujet a déjà longuement été traité dans ces 2 vidéos, donc je ne m'attarde pas sur ce point. Autre élément important, la hausse du prix des produits financiers, actions, obligations et autres, ne rentre pas non plus dans le calcul de l'inflation. Encore une fois, ces produits sont considérés comme de l'investissement et pas comme de la consommation, donc ils ne participent pas au calcul. Ouais, ça à la limite c'est plus logique. Ok, maintenant qu'on a défini ce qu'est l'inflation, revenons-en à ton histoire de planche à billets des banques centrales, soi-disant responsable de cette inflation. Ce qui se cache derrière ton raisonnement, c'est une intuition qui est bonne, mais que tu as sursimplifiée et en conséquence tu te trompes dans tes déductions. L'une des 2 explications de l'inflation, c'est le problème du rationnement. Imagine 10 clients qui rentrent dans un magasin de vélos, sauf que problème, il n'y a que 5 vélos dans la boutique. Que va faire le gérant? Il va faire grimper le prix des vélos. Inflation. Non, il va d'abord aller regarder s'il a du stock. Si c'est pas le cas, il va discuter avec son fournisseur pour voir s'il peut pas obtenir 5 vélos de plus d'ici quelques jours. Si c'est impossible, au hasard parce qu'une pandémie mondiale a complètement chamboulé les chaînes de production et de logistique, alors les 5 clients non servis iront voir d'autres boutiques. Et si jamais les autres boutiques n'ont pas de vélos non plus, alors enfin oui, il y aura très certainement une hausse du prix des vélos. Le gérant de la boutique fera monter le prix jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 5 acheteurs ayant la volonté et les moyens d'acheter les vélos disponibles. Donc, pour qu'il y ait de l'inflation, il faut plus d'acheteurs que de marchandises, pas de stock de cette marchandise et pas de capacité de produire plus de cette marchandise à court terme. Voilà, les prix montent parce qu'il y a une pénurie. On ne peut pas produire assez. Maintenant, question, pourquoi y a-t-il pénurie? Est-ce que c'est parce qu'une pandémie mondiale a affecté nos chaînes de production et nos capacités logistiques? Ou est-ce que c'est parce que des banques centrales ont mis plein de monnaie nouvellement imprimée dans la poche des gens? Est-ce que la nécessité de rationner la population par la hausse des prix vient d'une faiblesse de l'offre? Les moyens de production ont du mal à produire pour différentes raisons. Ou est-ce qu'elle vient plutôt d'une trop forte demande? Les gens auraient trop de monnaie, trop d'épargne dans leur poche par rapport aux capacités réelles de production. Ah, ouais, ok, forcément. Avec l'histoire du Covid, tu vas me dire que c'est plutôt l'offre qui galère, et pas les gens qui ont trop de thunes. Ça pourrait aussi venir de la demande. Après tout, les gouvernements ont effectivement mis en place des programmes de soutien financier pour aider les gens et les entreprises, ne surtout pas oublier les entreprises, à continuer de survivre alors que de nombreuses activités économiques étaient suspendues. Mais je vais revenir sur la demande un peu après. Pour le moment, je voudrais consacrer un peu de temps à débunker en bonne et due forme cette histoire d'inflation par les banques centrales. Qu'est-ce que le quantitative easing? Je démarre tout de suite par un exemple. Imagine que ton économie est composée de 2 groupes de gens. Ceux qui dépensent tout ce qu'ils gagnent dans la consommation, loyer, nourriture, transport, santé, éducation, etc. Et ceux qui arrivent à en garder une partie pour plus tard, ceux qui épargnent. Le quantitative easing s'adresse à eux. Les épargnants, pour certains d'entre eux, et souvent par l'intermédiaire de leurs banquiers, confient leur épargne à des sociétés de gestion, BlackRock, BNP Paribas Asset Management, Amundi, etc., qui achètent des produits financiers avec, des actions et des obligations. Ces épargnants passent donc d'une situation où leur épargne est constituée de monnaie inscrite sur leur compte en banque à une situation où cette épargne est constituée de titres financiers dont la valeur fluctue. Le quantitative easing, c'est quoi? C'est le fait d'acheter aux sociétés de gestion une partie de ces titres financiers avec de la monnaie créée pour l'occasion. L'épargne était de la monnaie au début, elle était devenue des titres financiers, la voilà redevenue de la monnaie. Les produits financiers, quant à eux, ne disparaissent pas évidemment, ils sont simplement en la possession de la banque centrale. Ah bah voilà, mais du coup c'est bien de la planche à billets. Oui, mais tu vois bien que les sociétés de gestion qui récupèrent la monnaie créée ne vont pas l'utiliser pour consommer. Elles vont l'utiliser pour remplir leur mandat, faire fructifier l'épargne de leurs clients. Et donc, elles vont tout simplement acheter d'autres produits financiers avec. Pour les épargnants, le quantitative easing est quasi invisible. Ils savent qu'ils ont l'équivalent de X euros, mettons 100 000 euros placés dans une société de gestion, mais ils ne savent pas, à moins de s'en inquiéter régulièrement, si ces 100 000 euros sont composés d'actions, d'obligations ou de monnaie sur un compte. Après tout, c'est le rôle des sociétés de gestion qu'ils ont engagé de s'occuper de ce genre de choses. Or, rappelle-toi de mon exemple sur les vélos de tout à l'heure. Qu'est-ce qui provoque l'inflation? C'est le fait d'avoir plus d'acheteurs de vélos que de vélos à vendre. Mais est-ce que le quantitative easing provoque de l'achat de vélos, de l'achat de téléphones, de frigos, de nourriture, d'essence, etc. Est-ce que le quantitative easing provoque de l'achat de biens et services de consommation? Ok, ouais. Non, forcément, le QE provoque l'achat de produits financiers. Voilà. Or, l'inflation, c'est quoi? C'est la hausse des prix des objets de la vie de tous les jours. Ce sont les prix des biens et des services qui composent le fameux panier de la ménagère. Les produits financiers ne faisant absolument pas partie de ce panier, leur prix n'a aucun impact sur le calcul de l'inflation. Donc le quantitative easing n'a pas d'impact sur l'inflation. Mais attends, peut-être que comme les épargnants gardent leur argent de côté pour le jour où ils voudront consommer, d'un coup, à cause de plein de QE, ils se sont tous dit qu'ils avaient envie de consommer?
D'un coup comme ça, en 2021, Américains comme Européens, alors que leurs banques centrales respectives remplacent leurs produits financiers par de la monnaie depuis 2008 pour l'une et 2015 pour l'autre? Oui. Alors déjà, à moins que tu puisses m'expliquer ce timing étonnant, ton explication ne tient pas. Mais en plus, personne n'a besoin d'une banque centrale pour transformer son épargne produit financier en épargne monnaie avec laquelle je peux faire du shopping. Un produit financier, ça se vend, tout simplement. Quand un épargnant veut consommer plutôt qu'épargner, il peut demander à son intermédiaire financier, la société de gestion, de vendre ses produits financiers. Dit autrement, la forme que prend l'épargne placée entre les mains d'une société de gestion, produit financier ou monnaie, n'a aucune raison particulière de déclencher plus ou moins de consommation, puisque l'intérêt des produits financiers, c'est en grande partie leur liquidité, le fait qu'on puisse les vendre à n'importe quel moment. Conclusion, on ne voit pas pourquoi le fait qu'une banque centrale remplace des produits financiers par de la monnaie donnerait aux épargnants une envie soudaine de consommer. T'es un petit malin, hein? Ce que provoque réellement le quantitative easing, c'est une nouvelle volonté d'achat. Les sociétés de gestion avaient acheté des produits financiers avec l'épargne, elles ont désormais de la monnaie, elles doivent acheter d'autres produits financiers. Ce qui fait monter leur prix. C'est ça. On constate une hausse généralisée des prix des produits financiers, actions et obligations, mais dans la majorité sont des produits de dette, des obligations. Or, quand le prix d'une obligation monte, son rendement baisse, donc le taux d'intérêt qui lui est associé baisse. Alors attends, le rendement d'une obligation baisse quand j'ai pas tout suivi là. On a déjà parlé de ça dans 2 vidéos. Si j'ai une obligation qui rembourse 100 et qui me pèse 5% d'intérêt, je m'attends à dépenser 100 et à récupérer 105 à la fin de l'année. Donc je m'attends à 5% de rendement. Ouais. Mais si le prix de cette obligation, quand je veux l'acheter sur le marché de l'occasion, coûte 102, eh bien je dépense 102 pour gagner 105. Donc mon rendement est plus faible, 2,9%. Mais pourquoi le prix serait à 102? Parce que les investisseurs pensent que l'entité qui a emprunté mériterait aujourd'hui, d'après les informations disponibles aujourd'hui, un emprunt à 2,9% plutôt qu'à 5%. Mais alors pourquoi l'entité n'a pas obtenu un prêt à 2,9% au départ? Parce qu'elle a emprunté dans le passé, quand les informations d'aujourd'hui étaient inconnues. Bon, alors, il ne faut pas croire que les variations de prix sur le marché action ou sur le marché de la dette sont la seule conséquence de l'interprétation d'informations par les financiers. On en parle dans cette vidéo. Le mécanisme fondamental qui fait bouger les prix reste offre versus demande. Monnaie à investir versus produits financiers disponibles. S'il y a plein de monnaie à investir mais pas assez d'obligations, l'effet rareté des obligations va faire monter leur prix sur le marché de l'occasion. Mais quand le prix des obligations monte, le rendement baisse. Et ce rendement, c'est le benchmark, c'est ce qui sert de référence aux nouveaux emprunts. Donc, quand les prix des obligations montent, les rendements baissent. Et quand les rendements baissent, les taux d'emprunt baissent aussi. J'ai compris, c'est bon. Et quand les taux d'emprunt baissent, les entreprises sont incitées à emprunter pour financer des projets qui, jusque-là, ne rapportaient pas assez pour être rentables. Les consommateurs sont aussi incités à emprunter pour consommer. Voilà le vrai but du quantitative easing, faire baisser les taux pour provoquer de l'investissement et de la consommation. Faire baisser les taux, mais je croyais que c'était déjà les banques centrales qui avaient le pouvoir de fixer les taux sans quantitative easing. Elle fixe les taux courts, oui, les taux directeurs auxquels les banques et personne d'autre empruntent en J pour remboursement en J+1. Et aussi le taux de rémunération de l'épargne des banques, toujours à échéance J+1, le jour pour le lendemain. Mais en forçant les sociétés de gestion à retourner acheter des obligations avec un remboursement prévu pour dans 5, 10, 20 ans, elles font grimper les prix de ces obligations-là et donc baisser les taux de ces maturités-là. Le quantitative easing est une forme de contrôle des taux longs. Les banques centrales peuvent baisser les taux courts réservés aux banques, les taux directeurs, et espérer que, les banques étant des acteurs majeurs de la finance, cette baisse se transmette aux autres taux du marché, notamment les taux plus longs, mais elles peuvent aussi directement impacter les taux longs via le quantitative easing. Ok, d'accord. Le QE est une méthode de contrôle des taux supplémentaire. Mais alors, si le QE devait permettre l'investissement et la consommation par le crédit, pourquoi on n'a vu aucune reprise économique massive depuis 2008 aux US et 2015 en Europe? Parce qu'investir dans de nouveaux moyens de production en supposant que les gens vont s'endetter pour consommer davantage ne semble pas être un modèle qui convainc réellement les entreprises. Et sûrement à juste titre. Bon, il y a moult contextes différents et cas spécifiques en fonction des pays. Mais c'est un peu l'idée. Le quantitative easing, c'est surtout une politique de l'offre qui sert à aider les entreprises et les États à emprunter pour pas cher. Ça sert aussi à certains travailleurs à acheter de l'immobilier via des crédits avantageux. Mais tabler sur des taux bas pour relancer la consommation par le crédit,
Visiblement, ça fonctionne pas. Il faudrait plutôt compter sur des transferts venus de l'État pour réduire les inégalités, ou mieux, des revalorisations de salaire. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Ok. Donc pas d'inflation avec le QE. Pas d'augmentation des prix des biens et des services de la vie de tous les jours, non. Augmentation des prix des actifs financiers, ça oui, actions, obligations et aussi immobilier, mais pas d'augmentation des prix à la consommation. Mais alors, pourquoi il y a de l'inflation aujourd'hui? Pourquoi on constate une augmentation des prix à la consommation? Parce que les planètes sont alignées pour générer de l'inflation. Commençons par le plus gros contributeur, l'énergie. Ça t'aura pas échappé, le prix du pétrole et du gaz est très élevé. Pourquoi? On pourrait y passer des heures, mais je vais essayer de résumer ça avec ce graphique. Tu vois ici le prix du pétrole ainsi que le nombre de puits de pétrole aux États-Unis depuis 2009. On voit bien que le ralentissement économique provoqué par le Covid, tout le monde est bloqué chez soi donc l'activité est moins importante, a provoqué une baisse du prix du pétrole. Production trop importante par rapport à la demande et beaucoup de puits de pétrole américains ont été simplement fermés. Rappel, les États-Unis sont de loin le premier producteur mondial de pétrole devant la Russie et l'Arabie Saoudite. Ah ouais. Donc forcément, tant que les US n'ont pas réouvert leurs puits, on va rester en mode plus de demandes que d'offres, donc prix élevé. Tu peux aussi ajouter à cela le fait que les économies des pays membres de l'OPEP sont plutôt contents que les prix soient remontés aussi haut. Ils sont en effet dépendants de ces prix pour faire tourner leurs économies largement subventionnées à coups de pétrodollars. Ils avaient déjà tenté de se mettre d'accord avec la Russie en 2020 pour limiter la production. L'idée c'était de produire moins pour que les prix chutent pas trop pendant la crise du Covid. Mais maintenant que les prix sont remontés, ces pays ne sont pas du tout incités à produire plus. Parce que des prix élevés, ça leur permet de reconstituer leurs réserves en dollars. Et on a aussi le fait que les pays européens sont les premiers consommateurs de pétrole russe, deuxième producteur mondial ex aequo avec l'Arabie Saoudite. Or, ces pays européens tentent de se passer des livraisons de Poutine, ce qui met la pression sur le reste de la production ainsi que sur les chaînes logistiques. Pour le gaz, le problème est encore plus marqué puisque 40% du gaz fossile brûlé en Union européenne vient normalement de Russie, mais Poutine a coupé les vannes. Ouais. Du coup, pression sur la production et les chaînes logistiques, hausse des prix. Il faut aussi mentionner qu'en plus des effets réels d'offres et de demandes sur les marchés de l'énergie, il y a très certainement des effets spéculatifs qui accentuent les mouvements de prix. On en avait déjà parlé quand le prix du pétrole était passé en territoire négatif. Cela est dû au fait que ces marchés de l'énergie sont largement financiarisés. Ah donc là, on peut peut-être faire un parallèle avec le QE, non? Plus de monnaie dans les mains des financiers, moins de produits financiers parce que les banques centrales en ont acheté plein, donc plus de monnaie pour acheter le pétrole et le gaz. Donc plus de demandes, donc des prix plus élevés. Non, ça marche pas comme ça, surtout avec l'énergie et les matières premières en général. On joue sur des contrats futurs, et donc c'est très facile de parier à la hausse ou à la baisse. Sur ces marchés-là, plus de monnaie signifie surtout pari dans un sens ou dans l'autre, et donc plus de volatilité. Des sauts vers le haut et vers le bas plus amplifiés. Voilà l'évolution du prix du pétrole par rapport au dollar injecté par la Fed en bas 100 depuis 2008, quand la Banque centrale des États-Unis a démarré son premier quantitative easing. Bon, la corrélation est quand même difficilement observable. On a une première forte injection monétaire ici, fin 2012, sans réaction sur le pétrole. Une deuxième injection massive ici, début 2020, complètement expliquée par des histoires de shadow banking, c'est du 100% monnaie technique. Une histoire de sociétés de gestion qui vendent des actifs financiers pourtant sans risque, pour avoir de la monnaie à la place, avec la Fed qui accepte de jouer le rôle d'acheteur de ces actifs plutôt que les banques privées qui auraient dû s'en charger, mais en fait elles ont été débordées par les montants, encore une fois, c'est 100% un problème technique. Bon, pas de réaction du pétrole non plus. Et puis après, on a une corrélation depuis avril 2020, mais là, c'est l'effet du Covid. En avril 2020, le prix du baril était tombé à 16 $, et comme on l'a vu, de nombreux puits américains avaient fermé. L'offre était devenue plus faible, alors que la demande reprenait du poil de la bête. Les gens confinés chez eux ont consommé plus que prévu, on va en reparler, donc le prix du pétrole est remonté. Et la Fed a relancé une politique de quantitative easing pour maintenir les taux bas, histoire de faciliter la tâche aux entreprises qui refinançaient leurs dettes en plein Covid, et aussi à l'État américain qui empruntait pour assurer la sécurité financière du plus grand nombre. Ok. Donc pas de corrélation directe et évidente entre QE et prix du pétrole. Eh ben non, les données ne semblent pas dire ça en tout cas. Une autre planète qui s'est alignée pour produire de l'inflation, ce sont les chaînes de production des biens manufacturés. D'abord, on sait qu'une bonne partie de la production industrielle se fait en Asie. Or, voici une carte qui te montre l'ampleur des confinements toujours Voici une carte qui te montre l'ampleur des confinements toujours en cours aujourd'hui à cause du Covid. Comme tu peux le constater, si l'Europe ne confine plus, c'est pas la norme ailleurs dans le monde. En Chine notamment, le confinement est toujours très présent. Donc chaîne de production qui marche pas à fond parce que les gens peuvent pas aller bosser. C'est l'idée, oui.
En plus de ça, pendant la pandémie, la consommation de produits manufacturés a augmenté. Les gens, plutôt que d'allouer leur budget de consommation à des services qui étaient de toute manière inaccessibles à cause du confinement, restaurants, coiffeurs, cinéma, hôtels, voyages, etc., se sont reportés sur l'équipement de leur logement. Sauf que les chaînes de production et logistique des biens manufacturés sont conçues pour fonctionner en flux tendu. On dimensionne l'outil de production et de transport pour répondre pile poil à la demande. Ça permet d'économiser des coûts de maintenance de machines qui serviraient que rarement. Ah ouais. Sauf que si d'un coup, il y a plein de gens qui commandent plein de trucs sur Amazon, bah les usines et les transports peuvent pas suivre. Et non. D'autant plus que quand les carnets de commandes commencent à se remplir fin 2020 et pendant tout 2021, le confinement est toujours très présent. Donc non seulement l'outil de production et de transport est sous-dimensionné, mais en plus, il n'y a pas assez de monde sur place pour travailler. Le meilleur exemple de ce combo outil de production sous-dimensionné plus pas assez de monde sur les chaînes de production plus accumulation de commandes à traiter, ce sont les puces électroniques qu'on retrouve partout. Machines à laver, grille-pain, voitures, PC et évidemment PlayStation 5, toujours introuvable. God of War Ragnarok, en novembre. Mais où sont les PS5 ? Autre explication évidente et directe de l'inflation sans passer par du quantitative easing, la nourriture. D'abord, les engrais azotés utilisés pour nourrir les sols sont fabriqués avec de l'ammoniac. Et l'ammoniac s'obtient en brûlant du gaz fossile. Puisque le gaz coûte cher, l'ammoniac aussi, et donc les engrais aussi. Et donc la nourriture pour nous et le bétail aussi. Voilà l'indice des prix états-uniens qui suit l'évolution du coût de la production des engrais. La hausse est spectaculaire depuis 2021. Maintenant, je te montre les indices de prix à la consommation des produits à base de céréales pour les États-Unis et l'Europe. La hausse est plus tardive chez nous, septembre 2021, mais elle est tout de même très marquée. Autre élément, voici une carte des exportations mondiales de fertilisants en tonnes. Sur les 244 millions de tonnes échangées dans le monde en 2020, la Russie est le premier exportateur mondial, avec 35 millions de tonnes. Oh merde, chez Poutine, il fabrique tout ce qui est utile, quoi. Pétrole, gaz, engrais. Il faut ajouter à cela que l'Ukraine, le grenier de l'Europe, est avec 53 millions de tonnes en 2020 le troisième plus gros exportateur mondial de céréales, qui peut presque plus produire et encore moins exporter à cause du conflit, ce qui réduit l'offre de nombreuses denrées qui sont à la base de notre alimentation et de celle de nos animaux d'élevage. On peut aussi noter que la Russie est juste derrière l'Ukraine en termes de volume de céréales exportées avec 50 millions de tonnes. À eux deux, Ukraine et Russie pèsent pour près de 20% des exportations mondiales de céréales. Ah ouais. Donc ça veut dire que si Poutine décide de ne pas exporter, en plus de l'Ukraine qui ne peut pas non plus, il peut faire de sérieux dégâts. Certainement, oui. On peut essayer de visualiser le risque via ce tableau. Il s'agit des principaux pays qui importent du blé venant d'Ukraine et de Russie rapporté à la population de ces pays. On voit bien le danger, notamment pour l'Égypte, la Lituanie et le Liban. Je rajouterais que comme parmi ces pays, c'est l'Égypte et le Liban qui sont les plus peuplés, c'est probablement pour eux que trouver d'autres sources d'approvisionnement sera le plus difficile. D'accord, donc guerre en Ukraine égale moins de céréales, donc prix élevé, et aussi reprise post-Covid, problème de logistique et tout égale prix élevé de l'énergie et des produits manufacturés. Le gaz coûte cher, donc les fertilisants coûtent cher, donc les prix des denrées agricoles en prennent encore un coup, ok. Putain, effectivement, les planètes sont alignées pour fabriquer de l'inflation, quoi. Tu peux aussi rajouter le facteur climatique dans le lot. L'Inde et le Pakistan, 1,6 milliard d'habitants à eux deux, 20% de la population mondiale, une personne sur 5 donc. Ces deux pays ont subi une énorme sécheresse au printemps dernier, sécheresse qui a largement ruiné leur récolte. Donc la demande de produits agricoles venant de ces pays va être plus forte que d'habitude. Oh non, mais attendez là, c'est possible d'avoir des bonnes nouvelles un peu ? Bon, alors, on a parlé des problèmes de production. L'offre est inférieure à la demande parce que l'offre est trop faible. Mais on pourrait aussi envisager l'inverse. La demande est supérieure à l'offre parce que la demande serait trop forte. De ce point de vue, l'inflation serait causée par un trop fort pouvoir d'achat de la population. On l'a expliqué, cela ne peut pas être directement mis en lien avec le quantitative easing, parce que cette politique ne consiste pas à augmenter le pouvoir d'achat de qui que ce soit. Encore une fois, on donne à ceux qui ont choisi de posséder des produits financiers plutôt que de consommer de la monnaie à la place de ces produits financiers. Donc on ne les rend pas plus riches. En tout cas, pas directement. Après, comme ça fait monter le prix des produits financiers, ça augmente quand même la richesse de ceux qui en possèdent. Mais bref, tu vois ce que je veux dire. Oui, avec le quantitative easing, on ne donne pas des thunes à des gens pour qu'ils consomment. Ok. Du coup, si ce ne sont pas les banques centrales, les coupables deviennent les États. Pendant et après la pandémie, les pouvoirs publics du monde entier ont augmenté leurs dépenses pour aider consommateurs, travailleurs et entreprises. Ces dépenses ont-elles permis à ceux qui ne pouvaient pas consommer avant la pandémie de le faire maintenant? Et si c'est le cas, est-ce qu'il ne faudrait pas leur reprendre cette monnaie d'une manière ou d'une autre? Wow, wait. Donc là, tu es en train de dire que les États ont aidé les gens dans la galère, ils leur ont filé un peu plus de pouvoir d'achat qu'avant le Covid,
ils en profitent pour consommer plus, et ce seraient eux les coupables? Les pauvres devraient redevenir pauvres et arrêter de consommer pour que l'inflation diminue? C'est là où le sujet devient très politique. Si tu as des gens qui meurent de faim, que tu leur donnes de la monnaie pour qu'ils achètent du pain, mais qu'il n'y a pas assez de pain, le prix du pain va monter, inflation. Mais est-ce que tu vas considérer que l'erreur, c'est d'avoir causé de l'inflation, distribution de monnaie à ceux qui n'en avaient pas, ou d'avoir laissé les gens mourir de faim, distribution de monnaie à ceux qui n'en avaient pas, sans avoir orienté une partie de celle-ci vers plus de production? Quand on dit que la demande est trop forte par rapport à l'offre, on porte un jugement. Il n'est pas normal que certaines personnes puissent consommer. La demande est trop forte. Ceux qui ne pouvaient pas consommer avant doivent toujours ne pas pouvoir consommer aujourd'hui. Et tu vois bien que le sujet est très politique, parce que forcément, si je remplace le pain par des iPhone 13 et que je pose la question, est-ce que c'est l'offre qui doit augmenter ou est-ce que c'est la demande qui doit se réduire, je parie que le jugement de la majorité ne sera pas le même. Ok, ouais, tu files des thunes aux gens et aux entreprises pour qu'ils passent le Covid. Les thunes sont utilisées pour consommer, forcément. Comme l'offre est déjà réduite à plusieurs endroits à cause du Covid et compagnie, ça renforce le différentiel entre offre et demande, donc ça renforce l'inflation. Mais est-ce que plus de thunes dans la poche des gens, c'est vraiment ça le problème? Est-ce que c'est pas plutôt le fait qu'on n'arrive pas à développer l'offre? Et là, la réponse sera pas la même en fonction de ce dont on parle. Eh ben, tu parles d'un problème insoluble. Je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet parce que tu vas voir qu'on va y revenir un peu plus loin. Pour résumer, l'inflation actuelle expliquée par un manque d'offres se concentre sur 3 denrées. L'énergie, la nourriture et les produits manufacturés. À chaque fois, l'explication est un mélange de facteurs. Guerre en Ukraine, climat qui se réchauffe, pandémie qui a transformé les habitudes de consommation et perturbé les chaînes logistiques et de production. Mais il y a aussi une histoire de demande dans cette histoire. Les plans de soutien aux entreprises et aux populations pendant et après le Covid ont permis de soutenir la demande, ce qui participe à renforcer le différentiel offre-demande et donc participe à l'inflation. Mais est-ce que la situation n'aurait pas été pire sans ce soutien de la demande? Est-ce que de l'inflation, c'est pas mieux que des entreprises en faillite et des gens à la rue? Ouais. Et donc dans tous les cas, rien à voir avec les banques centrales et leurs planches à billets. Non. Ou si c'est le cas, c'est très indirect. Ah ah, très indirect. On change de discours là. Donc il y a un lien. Le seul lien que tu pourrais éventuellement faire entre hausse des prix et planche à billets des banques centrales concerne le financement des programmes d'aide et de relance mis en place par les gouvernements pendant et après la pandémie. Essayons de faire simple. La pandémie frappe, il faut maintenir les salaires pour que les gens puissent continuer de vivre, il faut maintenir les entreprises à flot pour qu'elles ne fassent pas faillite. Les États ne peuvent pas augmenter les taxes pour obtenir du financement. Donc, ils se tournent vers les marchés financiers. Ils empruntent. Et la question, est-ce que les marchés financiers auraient prêté aux États et dans quelles conditions si les banques centrales n'étaient pas intervenues? Attends, parce que les banques centrales ont prêté aux États? Non, c'est toujours indirect. Phase 1, un État demande de la monnaie sur les marchés. Phase 2, les sociétés de gestion qui placent l'épargne de ceux qui ont les moyens d'épargner et des banques privées qui créent la monnaie acceptent de prêter. Elles reçoivent en échange des produits financiers qu'on appelle des obligations. Celles-ci sont revendables si besoin sur un marché de l'occasion. Elles sont l'équivalent d'un contrat de prêt avec une date de remboursement et un taux d'intérêt marqué dessus. Phase 3. Une banque centrale achète sur le marché de l'occasion une partie de ses obligations avec de la monnaie créée pour l'occasion. C'est ce qu'on appelle du quantitative easing. Phase 4, les sociétés de gestion et les banques doivent trouver d'autres produits financiers à acheter avec la monnaie qu'elles viennent d'obtenir. Question, s'il n'y avait pas la phase 3, est-ce que la phase 2 se serait bien passée? Réponse, pour ce qui est des montants empruntés, probablement que oui, les marchés financiers ont largement de quoi prêter, il y a de plus en plus d'épargne. En revanche, pour ce qui est des taux d'intérêt accordés, là c'est sûr que les banques centrales ont pesé pour qu'ils restent bas. Donc l'idée c'est de dire que si les banques centrales n'avaient pas fait de QE, les États n'auraient pas pu emprunter à des taux d'intérêt très bas comme ils l'ont fait. Donc là, ils n'auraient peut-être pas voulu trop emprunter et donc ils n'auraient pas pu soutenir les gens et les entreprises au niveau où ils l'ont fait. Et donc on aurait eu sûrement plus de gens et d'entreprises en galère, mais peut-être moins d'inflation. Et du coup, est-ce que plus d'inflation, c'est pas mieux que des gens et des entreprises en galère? Très bonne question ça. On parle beaucoup de l'inflation comme d'un danger absolu. Mais que provoque-t-elle réellement? Pourquoi la hausse des prix à la consommation fait-elle si peur? Eh bien parce que si les prix montent, je perds du pouvoir d'achat moi. Dans le mille. À moins d'être payé au SMIC, les salaires ne s'ajustent pas automatiquement sur l'inflation. Si les prix prennent 5% mais que les salaires ne bougent pas, les salariés perdent du pouvoir d'achat. L'autre problème, c'est l'épargne. Avec 1000 € de côté et un prix du litre d'essence à 1,20 €, tu peux faire 14 fois le plein de ton berlingot. Si le prix du litre passe à 2 €, tu ne peux plus le faire que 8 fois avec tes 1000 € de côté. L'inflation fait fondre le pouvoir d'achat des salaires et de l'épargne.
Ah bah, ça fait plaisir d'avoir raison pour une fois. Mais il faut bien que tu comprennes que le premier vrai problème de l'inflation, c'est pas son existence, c'est son instabilité, surtout à la hausse. On peut très bien imaginer un monde dans lequel les prix grimpent de 5% tous les ans. Les livrets A rémunèrent à 5%, les États empruntent à 5%, donc les épargnants sont protégés, leur épargne est rémunérée à 5%, et puis on aurait pris l'habitude de faire grimper les salaires d'au moins 5% tous les ans, donc les travailleurs ne sont pas lésés non plus. Le problème, c'est plutôt quand l'inflation passe de 5 à 6%, puis de 6 à 7, puis de 7 à 8. En gros, c'est quand l'inflation ne reste pas au niveau auquel tout le monde s'est habitué qu'il y a un problème. Parce que là, comme on sort des routines, les ajustements ne se font pas correctement. On pourrait avoir des salaires qui sont rehaussés de 5% comme d'habitude, alors que l'inflation accélère à 6, 7, voire 8%. Ah oui, d'accord. Ah, effectivement, si tout s'ajuste tous les ans, aucun problème d'avoir 5, 10 ou même 100% d'inflation, quoi. Donc le souci, ce sont les variations de l'inflation plutôt que son niveau. C'est ça, oui. On a des habitudes d'ajustement des différents revenus des gens et il faut que l'inflation ne tombe pas trop loin de ces habitudes. Parce que même si on peut prédire l'inflation, si celle-ci tombe trop loin des habitudes, on a beau l'avoir prédit, eh bien pas sûr que les ajustements se fassent correctement. Cela dit, si l'objectif est avant tout la stabilité de l'inflation, on reste dans les habitudes et on essaie de ne pas s'en écarter, il n'empêche qu'une inflation stable à un niveau trop élevé pourrait quand même poser des problèmes. En effet, plus le taux d'inflation monte, plus tu vas avoir des effets de timing qui peuvent causer des inégalités. Par exemple, avec une inflation à plus 100% par an, donc des prix qui doublent tous les ans, il va y avoir une grande différence entre celui qui monte ses prix tous les mois et celui qui les monte tous les trimestres. Hein? Imagine une entreprise qui monte ses prix tous les mois. Pour le mois de janvier, le prix passe de 10 € à 10,59 €. En effet, on s'attend à 100% d'inflation d'ici la fin de l'année. Pour le mois de janvier donc, on monte les prix d'un douzième de 100%. 10 € fois 1 plus 1 puissance 1 douzième égale 10,59 €. Quoi? Attends, qu'est-ce que c'est le calcul là? Puissance 1 douzième? Attends, 100% d'inflation, ça fait x2, non? Donc le prix passe de 10 à 20 €, voilà. Mais non, quand on te donne un taux d'inflation, c'est toujours un taux annualisé. Annualisé? Eh ben oui. Ok, prenons l'inflation en France en ce moment. En juin 2022, l'inflation annualisée, c'est 6% en moyenne. Donc, je prends un produit qui valait 100 € à la fin mai. Si l'inflation est à plus 6% au mois de juin, quel est le nouveau prix de ce produit? Eh ben 106 €. Non, 100 € et 50 centimes. Parce que si la hausse de 50 centimes se prolonge pendant 12 mois de suite, alors 50 centimes x 12 égale 6 €. Ah ok, c'est pas pareil du tout. Voilà, donc attention, hein, quand on dit l'inflation atteint 6% ce mois-ci, ça veut jamais dire que les prix ont bondi de 6% d'un mois sur l'autre. Ça veut dire que les prix sont 6% plus élevés qu'au même moment l'année dernière. Ok, compris. Ah non, mais ça me rassure un peu parce que par rapport au pourcentage qu'on entend partout, moi je croyais que c'était beaucoup plus rapide. Ok, donc 6%, c'est pas plus 6% sur un mois. Mais alors sinon, avec ton calcul, là, t'as pas mis de puissance 1 douzième, là? Non, mais là j'ai utilisé une autre méthode. C'est une histoire de vitesse à laquelle on atteint le prix final. Pour passer de 100 à 106 €, tu peux faire plus 50 centimes tous les mois, vitesse constante, ou alors tu peux faire plus 0,48% tous les mois, accélération constante. Quand on a seulement 6% d'inflation, les deux méthodes donnent quasiment la même trajectoire. Pour vraiment voir la différence, il faut prendre des taux d'inflation plus forts. Par exemple, si je mets 100% d'inflation, pour passer de 100 à 200 €, on peut faire plus 8,30 € tous les mois, vitesse constante, ou alors plus 5,94% tous les mois, accélération constante. Là, on voit la différence. Bon, c'est les conventions statistiques qui peuvent avoir un impact, mais je rentre pas là-dedans. Moi, j'ai choisi la méthode de l'accélération constante plutôt que celle de la vitesse constante. D'où ma formule avec des puissances. Oui, on va dire oui. Je suis pas certain d'avoir bien... Ok, bon, on s'en fout. D'accord, j'ai compris. Enfin, j'ai pas compris, mais... Passons. Donc, on avait une première entreprise qui monte ses prix tous les mois dans le but d'arriver à des prix qui font x2 à la fin de l'année. Pour le mois de janvier, le prix passe de 10 € à 10,59 € parce que 10 € fois 1 plus 1 puissance 1 douzième, on découpe l'année en 12 morceaux, égale 10,59 €. On a fait la même chose pour le deuxième mois. 10,59 € fois 1 plus 1 puissance 1 douzième, ça donne 11,22 €. On continue comme ça et pour le mois de décembre, on a bien un prix de 20 €, deux fois plus qu'en décembre l'année dernière. 100% d'inflation. Ok, ouais. Et alors? Alors, admettons que cette entreprise vende 100 unités par mois de ce qu'elle produit. On fait quelques petites multiplications et hop, on obtient son chiffre d'affaires, 17 817 €. Maintenant,
Prenons une entreprise qui monte ses prix tous les trimestres. Le prix du premier trimestre, c'est 10 fois 1 plus 1 puissance 1 quart. On découpe l'année en 4 morceaux, ce qui donne 11,89 €. On répète l'opération, on obtient tous les autres prix jusqu'à arriver à 20 € pour le dernier trimestre, fois 2 par rapport au trimestre de l'année précédente, 100% d'inflation. Oui, d'accord, et alors? Et alors, le chiffre d'affaires de notre deuxième entreprise, on va dire qu'elle vend 100 unités par mois comme sa concurrente, donc 300 unités par trimestre, c'est 18 855 €, 1038 € de plus que la première entreprise, soit un chiffre d'affaires 5,8% plus élevé, ce qui est quand même pas négligeable. Ah! Mais comment ça se fait? C'est une histoire d'air. La méthode de pricing de la première entreprise ressemble à ça, et celle de la deuxième à ça. La deuxième entreprise vend pendant 3 mois à 11,89 €, alors que la première n'obtiendra ce prix qu'au bout du 3e mois. Et la situation se répète 4 fois de suite. Ok, je vois. Bon, ici on était parti sur 100% d'inflation, ce qui est vraiment beaucoup. La différence de chiffre d'affaires entre les deux entreprises était de 5,8%, mais si on table sur 10% d'inflation seulement, la différence devient négligeable, 0,8% d'écart de chiffre d'affaires. Conclusion, plus l'inflation est forte, plus le timing d'ajustement des prix et des salaires a de l'importance. Si tout le monde utilise le même timing d'ajustement, par exemple tous les mois, alors aucun souci, tous les prix et les revenus progressent de la même manière. Mais si certaines entreprises ajustent leurs prix tous les mois, d'autres tous les trimestres, et que les salaires, eux, sont ajustés tous les ans après constatation de l'inflation de l'année, ce qui est clairement ce qui se passe, c'est comme ça que ça marche en vrai, alors si le taux de l'inflation est suffisamment élevé, il se crée des disparités dans tous les sens entre les différents acteurs. Tu vas avoir des gagnants et des perdants significatifs. Ok, donc ça veut dire que dans un monde avec 100% ou 1000% d'inflation, même si les prix et les salaires montaient à la même vitesse en moyenne, au final, le timing des ajustements, plus ou moins rapide, pourrait quand même causer des inégalités, quoi. Ce qui justifie de souhaiter une inflation plutôt faible. Ça fait une variable de moins à gérer, pas besoin de s'assurer que tout le monde a le même timing d'ajustement des prix, tant que l'inflation est en dessous de 10, 15, même 20%. Ok, ouais, mais donc même à 20% d'inflation, ce qui pour nous serait considéré comme gigantesque, cet argument ne s'appliquerait pas vraiment. Non, clairement pas. Cet argument s'applique plutôt en cas d'hyperinflation, c'est quand l'inflation dépasse au moins 100%. Mais on touche quand même à un problème très important de l'inflation en général, le manque d'homogénéité. Et là, on vient d'évoquer une hétérogénéité de geeks, les différents timings d'ajustement des prix, mais il y en a une qui est beaucoup plus évidente et qui pose tout le temps des problèmes, quel que soit le niveau de l'inflation. Ah bon? Laquelle? Eh bien, tous les prix ne grimpent pas ensemble à la même vitesse. L'inflation, qu'elle accélère ou non, que son taux soit stable ou non, est rarement un phénomène homogène. C'est ça la vraie raison qui pousse à vouloir un niveau d'inflation faible, le fait que celui-ci n'est qu'une moyenne de variations de prix parfois très différentes. On vise un faible taux d'inflation parce que s'il est élevé, celui-ci tend à mettre le bazar dans les rapports de pouvoir. Il tend à réallouer les cartes de qui gagne quoi. Attends. L'inflation fout le bordel dans la manière dont le pouvoir monétaire est distribué. Eh ben oui, voilà ce que nous dit l'INSEE pour la France. Des prix plus élevés de 5,8% exactement en moyenne au mois de juin. Mais si on fait la liste des différents biens et services, on se rend compte que la hausse n'est pas du tout homogène. Ce qui contribue très fort à l'inflation, ce sont les prix de l'énergie, qui sont 33% plus hauts que l'année dernière. Et dans les prix de l'énergie, ce sont les produits pétroliers qui contribuent le plus à la hausse, avec des prix de plus 47,5% depuis un an en moyenne. Ensuite, tu as les produits alimentaires, plus 5,8%, avec les produits frais qui sont encore plus hauts, 6,6% au-dessus de 2021. Le tabac est un poil plus bas, les produits manufacturés sont 2,5% au-dessus de 2021, mais c'est pas homogène. L'habillement et les chaussures ont à peine monté, tandis que les produits de soins ont baissé en prix. Ce sont les autres produits manufacturés qui expliquent la hausse. Enfin, pour les services, plus 3,3% par rapport à juin 2021, mais là encore, beaucoup de disparités. Pas d'augmentation pour les services de santé et de communication, plus 2,2% en moyenne pour les loyers et l'enlèvement des ordures, plus 13,1% pour les transports, forcément, pétrole plus cher, et plus 4,1% en moyenne pour les autres services. Tu comprends ce que je veux dire maintenant? L'inflation redistribue les cartes des revenus. Certaines entreprises s'en sortent mieux que la moyenne. Elles tirent leur épingle du jeu. Certaines autres s'en sortent beaucoup moins bien. Elles sont affaiblies par l'inflation. Ah ok, d'où cette histoire de redistribution du pouvoir monétaire. Si tu es dans une branche où les prix montent plus vite que la moyenne, tu t'en sors bien. Si au contraire les prix montent moins vite que la moyenne, tu te fais ken.
C'est ça. Et il faut aussi le prendre par le biais du pouvoir d'achat des gens. Mettons que le gouvernement décide d'obliger les entreprises à grimper les salaires de 6% pour compenser l'inflation. On comprend que ça posera des problèmes aux entreprises du secteur des produits manufacturés et des services, tandis que ce sera un jeu d'enfant pour celles qui opèrent dans le secteur de l'extraction de matières premières énergétiques. Ouais, forcément, ce sera un problème pour les services. Sauf pour le transport. Eux, ils font plus 13%. Plus 6% de salaire chez eux, ça leur aurait pas posé trop de problèmes. Non. Une entreprise de transport routier n'extrait pas son propre pétrole. Elle achète son pétrole beaucoup plus cher que l'année dernière à une entreprise spécialisée. Donc cette entreprise ne profite pas de la hausse des prix des produits pétroliers. Elle l'a subie. Ah bah oui. Donc en fait c'est chaud de leur demander plus 6% de salaire en plus. Ouais. En tout cas, c'est pas la hausse des prix de vente dans ce secteur qui pourrait justifier une hausse de salaire. Ce serait plutôt la part de valeur ajoutée que ce partage actionnaire et travailleur. Mais je m'avance un peu, on y viendra juste après. Il faut aussi comprendre que ce chiffre de plus 5,8% d'inflation s'obtient en faisant des pondérations. On estime que le Français moyen dépense 16,5% de son budget dans l'alimentation, 2,1% dans le tabac, 8,8% dans les factures énergétiques, etc. Mais ce Français moyen n'existe pas. Par exemple, les agriculteurs, employés et ouvriers mettent en moyenne entre 5 et 6% de leur budget de consommation dans des pleins d'essence. Chez les cadres, ce poste de dépense ne représente que 3% du budget. Les dépenses de transport au sens large, pas que les services, représentent 14% du budget d'un ménage moyen parisien, tandis que c'est 19% des dépenses d'un ménage moyen rural. Et si on allait voir un ménage pauvre qui vit en banlieue parisienne, il n'aurait pas le même budget de transport qu'un ménage riche qui vit relativement loin d'une ville. Entre le plus 5,8% d'inflation de l'INSEE qui calcule ça via un budget moyen et la réalité des dépenses de la multiplicité d'entreprises et de ménages, il peut y avoir tout un monde. Ok, ouais, même si on montait les salaires de 6% partout, tout le monde n'en serait pas au même point qu'avant l'inflation. Il y aura quand même des gagnants et des perdants, à la fois chez les entreprises et chez les gens. C'est ça. Je te conseille à ce sujet un très bon post de Blair Fix que je t'ai mis en description. Voilà qui nous amène à parler d'un autre élément. L'inflation peut se lire par le prisme d'un rapport de force entre différents groupes sociaux ayant des intérêts divergents. L'inflation par la lutte des classes ? Tout à fait. Et ici, on oppose en général deux classes, celle des actionnaires qui demandent un rendement maximum aux entreprises qu'ils possèdent, versus celle des travailleurs/consommateurs qui demandent le salaire maximum à leur employeur dans le but de consommer. Eh ben attends, les actionnaires, ils consomment pas eux peut-être ? Si, bien sûr, mais quand les actionnaires sont aussi des travailleurs, ils appartiennent aux deux classes en même temps. Ils travaillent d'un côté et ont de l'épargne investie en actions de l'autre. Leur salaire étant suffisant pour à la fois consommer et épargner, les dividendes sont très souvent réinvestis. Et donc, c'est bien le salaire, le fait qu'ils soient travailleurs, qui leur permet de consommer. À l'autre extrémité du spectre, les grands actionnaires qui vivent sans salaire utilisent davantage les prêts bancaires pour consommer. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Ils monétisent la valeur de leurs biens indépendamment des niveaux de dividendes. Si c'est vrai que c'est quand même potentiellement un peu lié, mais bref. De toute manière, même s'il est certain que cette classification est très rudimentaire, il n'empêche que ça permet quand même d'expliquer pas mal de choses. Tu vas voir. Cette lutte de classe actionnaire versus travailleur/consommateur peut générer deux types d'inflation. L'inflation par la boucle prix-salaire et l'inflation par la boucle prix-profit. Ah mais attends, si je connais ça, la boucle prix-salaire, c'est quand les travailleurs font grimper leur salaire, donc les bénéfices des entreprises sont réduits, donc les actionnaires imposent aux boîtes qui contrôlent de faire monter les prix pour compenser, mais comme les travailleurs se rendent compte que leur pouvoir d'achat n'a pas augmenté, parce que les prix sont montés d'autant que les salaires, alors ils demandent à nouveau des hausses de salaire. Et hop, on est reparti pour un tour. C'est exactement ça. Tu peux imaginer qu'une fois qu'une entreprise a payé ses fournisseurs et vendu ses marchandises, il lui reste la valeur ajoutée à se partager entre travailleurs et actionnaires. Si les travailleurs négocient une plus grande part de la valeur ajoutée par le biais d'augmentation de salaire, alors les actionnaires obtiennent une plus petite part du gâteau. Comme les actionnaires ont la main sur les prix proposés par l'entreprise, ils peuvent réagir en les fixant à un niveau supérieur afin de retrouver leur part de valeur ajoutée qu'ils avaient auparavant. Et les travailleurs peuvent répondre par une nouvelle demande de hausse de salaire, etc., etc. La clé de cette boucle prix-salaire ou salaire-prix, ça peut démarrer dans un sens ou dans l'autre, c'est le pouvoir de négociation des travailleurs. 1. Il vaut mieux qu'ils soient syndiqués pour que la puissance de leur volonté dépasse leur individualité. Et 2. Ils doivent ne pas avoir peur du licenciement. Ok, et pour pas en avoir peur, il faut pouvoir facilement retrouver un taf, donc il faut un taux de chômage super bas. Syndicat balèze et pas de chômage, c'est clairement pas ce qu'on a aujourd'hui. Du coup, inflation par la boucle prix-salaire, pas très crédible, non ? C'est pas si sûr. Avant ça, faisons un petit arrêt historique.
L'inflation par la boucle prix-salaire, c'est l'explication classique de ce qui s'est passé dans les années 60-70. Syndicat très fort plus faible taux de chômage égale travailleurs avec un fort pouvoir de négociation qui obtiennent des hausses de salaire. Donc actionnaires qui, refusant de voir leur part de valeur ajoutée diminuer, montent les prix. Et c'est parti pour la danse inflationniste. Ah, mais moi je croyais qu'il y avait aussi les chocs pétroliers de 73 et 78 là. Je croyais que c'était à cause de ça aussi l'inflation à cette période. Ça y a participé, oui, mais comme on peut le voir sur ce graphique, l'inflation était déjà au-dessus de 5% dans de nombreux pays occidentaux dès 1968, alors même que le premier choc pétrolier était 5 ans dans le futur. On peut aussi trouver des parallèles entre l'inflation qui démarre à cette époque et la guerre du Vietnam. En effet, l'apogée du conflit en termes de dépenses militaires pour les États-Unis se situe en 1969, avec 500 000 Américains déployés, 2,3% du PIB consacré à l'effort de guerre uniquement et 9,8% du PIB consacré aux dépenses militaires en général. Pour te donner une idée, les dépenses militaires des États-Unis aujourd'hui, c'est 3,3% de son PIB. Quel rapport entre guerre et inflation? Les guerres de grande ampleur perturbent les chaînes de production, font augmenter la demande de certains matériaux. De plus, les entreprises n'hésitent pas à faire monter les prix quand elles savent que les gouvernements sont investis politiquement dans une guerre qu'ils veulent gagner, quel qu'en soit le prix. Finalement, comme aujourd'hui, l'inflation des années 70 est multifacteur. L'énergie joue toujours un rôle, les chocs pétroliers. Il y a aussi une histoire de guerre. Mais également, s'il y a une boucle prix-salaire participant à l'inflation à chercher dans l'histoire du capitalisme, le moment idéal, c'est la fin des années 60 et le début des années 70. Parce que les syndicats étaient encore puissants et les taux de chômage faibles. Ok. Mais tout à l'heure, tu avais l'air d'insinuer qu'il y en avait peut-être une aussi en ce moment, là, une boucle prix-salaire. Pourtant, je vois pas trop comment. Les niveaux de chômage sont pas du tout au plus bas et les syndicats sont plutôt faibles. Oui, mais le pouvoir de négociation des travailleurs peut exister même sans syndicat. Il faut une certaine coordination, mais celle-ci peut prendre de multiples formes. Par exemple, on a vu et on voit encore la Great Resignation aux États-Unis et en Europe, où certains travailleurs décident de quitter leur emploi pour cause de manque de considération, de manque de sécurité en pleine pandémie, de métiers qui n'ont aucun sens ou aussi de salaires trop faibles. Certains secteurs sont particulièrement touchés, notamment dans la restauration et dans la vente de détail. Si cette coordination des travailleurs dans ces secteurs n'est pas complètement expliquée, on pense que les aides financières fournies par les gouvernements en pleine pandémie ont permis à ces personnes de démissionner sans trop craindre de perdre leur logement et leur sécurité alimentaire. Les analyses poussées sont encore difficiles à trouver, c'est toujours le problème de commenter un phénomène en train d'arriver, mais on peut effectivement constater une hausse significative des salaires en 2021 dans tous les pays occidentaux. Ah, donc boucle prix-salaire possible pour expliquer l'inflation. Eh bien, ça dépend quand même pas mal des pays. Regardons les données. Voilà les niveaux d'inflation enregistrés par l'OCDE en 2021 dans 8 pays développés. Ensuite, je t'affiche les hausses de salaire moyens constatées sur la même période. En regardant les données de cette manière, c'est pas flagrant partout. On a 4 pays qui voient leur salaire progresser plus vite que l'inflation et 4 pays chez qui c'est l'inverse. Mais si on prend les États-Unis, le Royaume-Uni et le Portugal, on voit bien que la progression des prix et des salaires est quand même très proche. L'inflation ne fait que 0,3 points de mieux que les salaires aux US, tandis que ce sont les salaires qui ne font que 0,6 et 0,7 points de mieux que les prix au Royaume-Uni et au Portugal. En revanche, en France et en Italie, on peut voir une forte progression des salaires par rapport aux prix. 3 points de mieux pour les salaires en France, 1,8 points de mieux en Italie. Ok. Et puis l'inverse en Allemagne, Pays-Bas et Espagne, où les salaires grimpent beaucoup moins que les prix. Donc boucle prix-salaire plutôt en France et en Italie, mais pas ailleurs. C'est ça ? Eh ben, on va quand même afficher plus de données pour en avoir le cœur net. Ici, je trace les courbes des évolutions de salaire moyen auxquelles j'ai retiré l'inflation sur les 5 dernières années pour les 8 pays concernés. L'histoire n'est plus du tout la même. Au Portugal, le salaire moyen réel s'améliore d'année en année depuis 2016, sauf que l'inflation, quel que soit le pays, ne démarre pas avant 2021, donc difficile de voir une boucle prix-salaire au Portugal. Aux États-Unis et aux Pays-Bas, c'est plus net. On voit une forte hausse du salaire moyen réel par rapport au prix en 2020. Et effectivement, l'année suivante, l'inflation grimpe à respectivement plus 7 et plus 5,7%. Là, on pourrait voir une réaction des prix à la hausse des salaires. Cela dit, pour tous les autres pays, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les hausses de salaire moyen réel constatées en 2021 en France et en Italie semblent plutôt correspondre à des rattrapages de leur baisse en 2020. Pour l'Espagne, on constate rien d'autre qu'un salaire moyen réel qui diminue par rapport au prix depuis 2020. Au Royaume-Uni, les salaires réels grimpent plus vite que les prix, mais depuis 2018, alors que pourtant, je le répète, l'inflation ne démarre réellement qu'en 2021. Et puis en Allemagne, le salaire moyen semblait s'améliorer par rapport au prix depuis 2017, jusqu'à ce que les prix gagnent soudainement la bataille en 2021. D'accord. Ouais, donc potentiellement une boucle prix-salaire aux US et aux Pays-Bas. Et en plus, j'imagine que tout ça est rendu beaucoup plus complexe par ces histoires de moyenne. Les salaires et ou les prix peuvent grimper dans certains secteurs ou certaines catégories socio-professionnelles
ou certaines tranches d'âge et pas dans d'autres, et du coup, il faut creuser dans tous les détails pour voir s'il y a quelque chose, quoi. Donc c'est vite le bordel à analyser. Exact. Mais attention aussi à bien comprendre ce que signifie une boucle prix-salaire. Si les travailleurs demandent une part plus importante de la valeur ajoutée et parviennent à l'obtenir, est-il légitime que les actionnaires décident ensuite de monter les prix et donc de générer de l'inflation? Qui a raison dans cette lutte? Les actionnaires devraient-ils abandonner une partie de leur valeur ajoutée au profit des travailleurs? Ou au contraire, les travailleurs sont-ils trop avides? La réponse à cette question peut non seulement être différente en fonction des pays et des secteurs, mais surtout, la réponse à cette question est nécessairement politique. Parce que la question qu'on pose, c'est qui mérite quoi? Et il n'y a bien sûr aucun modèle économique pour fixer le bon niveau de rémunération des uns et des autres. Ou en tout cas, il n'y a aucun modèle économique qui puisse le faire sans partir d'hypothèses qui sont profondément politiques. Ok, ouais. Donc c'est la merde pour savoir si oui ou non il y a une boucle prix-salaire qui s'est lancée. Peut-être dans certains pays, peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soit les travailleurs qui réclament des salaires plus élevés ou des actionnaires qui veulent plus de profit, au final, c'est politique. Voilà. Que ce soit les travailleurs qui négocient des hausses de salaire ou les entreprises qui montent leurs prix, est-ce que ces décisions sont justes, légitimes, acceptables? La réponse à cette question, qui va ensuite inciter à agir de telle ou telle manière, est nécessairement politique. Bon d'accord, bon alors c'est politique, fine, j'ai compris le message. Mais question technique, quand on fait monter les salaires, puis les prix, puis les salaires, etc., il faut bien qu'à un moment donné, il y ait plus de monnaie dans le système pour que ça tourne. Si les prix montent, il faut plus de monnaie, mais elle viendrait d'où cette monnaie alors? De là où elle est toujours venue depuis qu'on parle de capitalisme, des crédits bancaires. Des crédits bancaires, mais pas du QE. Non. Si je ressors mon schéma de fonctionnement de l'économie, tu as deux boucles de dépenses qui génèrent des revenus. La première, c'est celle de l'économie réelle, les dépenses de consommation et d'investissement. Et quand je dis investissement, ici je veux dire investissement réel, pas d'achat de bitcoin ou de produits financiers déjà existants. Investissement réel, ça veut dire construction d'usines, de routes, de ponts, embauche de travailleurs, etc. La consommation et les investissements réels rendent possibles les revenus de la population. Au centre de cette économie se trouve une petite usine de production, car c'est la partie production de richesse réelle du schéma. Richesse réelle comptée par le PIB, mal comptée par le PIB, je devrais dire, parce qu'une bombe peut valoir la même chose que le travail d'une infirmière, le PIB a plein de défauts, bref, c'est pas le sujet. Les revenus permettent l'épargne de la partie la plus aisée de la population. Cette épargne peut ensuite aller financer des dépenses dans l'économie réelle, soit par le biais des dépenses des épargnants, soit par le biais des marchés financiers. La monnaie est confiée à une société de gestion. Celle-ci achète des produits financiers, certains anciens mais certains tout neufs, émis par des États et des entreprises. Mais en fait, la grande majorité des marchés financiers correspond à une boucle spéculative déconnectée de l'économie réelle. Achat de produits financiers ou immobiliers qui existent déjà, zéro création de richesse. Et avec pour seul objectif de faire grimper leurs prix. Les banques centrales avec leur quantitative easing interviennent pour ajouter des revenus dans la boucle spéculative, donc aucun impact direct sur l'économie réelle. Si la planche à billets des banques privées intervient aussi à cet endroit, les banques n'hésitent pas à acheter des produits financiers sur le marché de l'occasion, leur pouvoir de création monétaire s'exerce aussi à ce niveau-là. Ce sont les crédits à la consommation, les financements directs de projets et de trésorerie des entreprises. Donc, les seules planches à billets réellement connectées à l'économie réelle pour le moment, les banques centrales pourraient très bien se brancher là, si elles le souhaitaient, mais pour le moment, contraintes légales dictées par une idéologie néolibérale, elles ne le font pas. Bref, les seules planches à billets réellement connectées à l'économie réelle, ce sont celles des banques privées. Et donc, pour répondre à ta question initiale, plus les prix montent, plus les montants des crédits accordés par les banques privées dans l'économie réelle montent aussi. Donc, plus il y a de monnaie qui circule dans cette économie réelle. Ah, c'est vrai. Il faut bien distinguer l'économie spéculative d'un côté et l'économie réelle de l'autre. Si les prix grimpent dans l'économie réelle, il faut trouver une planche à billets qui est directement raccordée à cette partie-là de l'économie, quoi. Et donc là, c'est celle des banques privées. Et après, le mécanisme, c'est, comme les prix montent, forcément, les montants des crédits sont plus importants puisque tout coûte plus cher, donc il y a plus de monnaie qui est ajoutée. Ok. Donc en fait, la causalité est inversée. C'est pas je rajoute de la monnaie, donc j'ai de l'inflation, c'est j'ai de l'inflation, donc je rajoute de la monnaie. C'est ça. Le système financier, par le biais des crédits bancaires et en réaction à une hausse des prix à la consommation, ajoute de la monnaie dans le système. Ah ouais, c'est ouf. Mais j'avais jamais pensé que la causalité pouvait être inversée comme ça. Mais en fait, bah oui.
Alors, deuxième boucle inflationniste, la boucle prix-profit. Ici encore, c'est assez simple. Les actionnaires sont aux commandes d'une entreprise dont ils estiment que les produits ne sont pas substituables. Les consommateurs ont besoin de ces produits, ils peuvent pas ou veulent pas s'en passer. Donc, les actionnaires montent les prix. Les consommateurs n'ont pas le choix que de payer plus cher, les profits augmentent. Et les actionnaires remettent une pièce dans la machine, l'année suivante, ils montent encore les prix, etc., etc. Ah non, mais alors attends, ça c'est pas possible. D'abord, si tu montes les prix, les gens vont aller acheter chez les concurrents, donc là c'est mort. Et en plus à force de monter les prix sans monter les salaires, les actionnaires, ils vont finir par plus rien vendre. Parce que les consommateurs, ils n'auront plus les moyens d'acheter. Oui, mais c'est du cas par cas. Tu peux imaginer des entreprises avec peu de concurrence. Prends Apple par exemple. Tout le monde est tellement convaincu que les iPhones sont plus géniaux que les autres smartphones que quand l'entreprise monte ses prix, les gens achètent quand même. Peut-on réellement dire qu'un smartphone Android est un concurrent d'un iPhone? Pour certaines personnes, un iPhone, c'est un produit unique, sans alternative. Ensuite, c'est vrai que toutes les entreprises ne peuvent pas monter leur prix de 5% tous les ans sans jamais monter les salaires. Mais il suffit que quelques-unes tentent le coup pour que l'inflation s'installe. Je te rappelle que l'inflation n'est qu'une moyenne. Tu peux avoir des produits dont les prix grimpent et d'autres non. Ensuite, tu peux aussi avoir des phénomènes de mode qui se mettent en place, puisque les prix de l'énergie grimpent et que les consommateurs commencent à s'habituer à payer certaines choses plus chères. Moi, entreprise de fabrication de pantalons, je vais faire monter les prix aussi. C'est un peu risqué, mais pourquoi pas? Ça peut être une stratégie payante. Et si l'entreprise de pantalons y arrive, pourquoi pas l'entreprise qui fabrique des chaussures, etc., etc. Ah ouais, non mais là c'est le bordel ton explication, ça part dans tous les sens, on dirait que c'est un genre d'effet domino. Comment on documente un truc pareil? C'est très difficile à documenter, effectivement. Pour en avoir le cœur net, il faudra aller demander à toutes les entreprises pourquoi elles montent leur prix. Mais ça n'empêche pas que c'est une option tout à fait valide pour expliquer comment un comportement, le fait de prendre la décision de monter des prix, puisse se répandre dans le tissu économique. Parce que après tout, un prix qui monte, sauf s'il s'agit d'un produit échangé sur un marché financier, c'est simplement une décision prise par un groupe de personnes. Celles et ceux qui peuvent prendre cette décision au sein d'une entreprise décident de la prendre. Pourquoi font-ils ce choix? Est-ce que c'est pas simplement parce qu'ils ont vu d'autres entreprises le faire? Et que suite à ça, ils ont tout simplement fait une tentative. On monte les prix et on voit si ça passe. Il y a des études qui montrent que certaines entreprises semblent se comporter exactement de cette manière en ce moment. À la question pourquoi est-ce que vous montez vos prix, les entreprises répondent simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire sans que les ventes ne diminuent. Ah ouais. Et ça, en même temps c'est vrai que c'est logique, hein. L'inflation, sauf si ça vient du pétrole ou du gaz ou de je sais pas quoi sur les marchés financiers avec des trucs compliqués, arbitrage, trucs, sont juste des gens qui décident de monter les prix. Pourquoi tu montes les prix? Parce que depuis la fin de la pandémie, visiblement, tout le monde le fait et ça marche. Les ventes restent stables. Mais du coup, est-ce que si les entreprises peuvent monter leurs prix, ça ne veut pas dire que les gens ont trop d'argent, trop d'épargne? Qu'est-ce que ça veut dire, trop d'épargne? Les 20% les plus pauvres en France mettent en moyenne 3% de leur revenu de côté tous les ans. Ça fait 360 €. Tous les mois, tu veux dire? Non, tous les ans. Les 20% les plus pauvres gagnent en moyenne 13 000 € par an, soit 1 083 € par mois. Ils arrivent à mettre de côté environ 30 € par mois, donc ils n'épargnent que 360 € par an. Ah ouais. Ah ouais, ça fait pas beaucoup. Et alors, les 20% les plus riches, ils épargnent combien, eux? En moyenne, c'est 16 000 € par an, 1 333 € par mois, plus que l'ensemble des revenus des 20% les plus pauvres. D'accord, ok. Donc, certaines entreprises montent leur prix, ça passe. Est-ce que ce sont juste les plus riches qui continuent d'acheter parce qu'en fait, ils s'en foutent, ils épargnent un peu moins? Ou est-ce que ce sont les pauvres qui n'ont pas le choix que d'acheter ces produits parce qu'ils en dépendent et qui du coup sont obligés de couper ailleurs dans leurs dépenses, genre ils se mettent à bouffer que des coquillettes au beurre? Ou est-ce que c'est un mélange des deux? Voilà. Dire les entreprises peuvent monter leurs prix donc il y a trop d'épargne, c'est une énorme simplification. Certaines entreprises montent leurs prix, il se trouve que ça passe. Pourquoi ça passe? Parce que certaines personnes ont les moyens et ou que d'autres n'ont pas le choix que de se serrer davantage la ceinture. Dire il y a trop d'épargne, c'est aussi dire les entreprises ont le droit de s'approprier cette épargne par la hausse des prix. Pourquoi les entreprises, donc les actionnaires, seraient-elles plus légitimes à s'approprier cette monnaie que les épargnants ou que n'importe quelle autre classe de la population? Encore une fois, c'est politique. Bon alors, on a parlé des actionnaires et des travailleurs / consommateurs, mais il nous manque une classe dans cette histoire, celle des prêteurs. Les salaires sont perçus par les travailleurs, mais ils n'ont pas la main sur leur niveau. Ils doivent se battre contre les intérêts des actionnaires pour obtenir des revalorisations salariales. Ouais, ça c'est la bataille pour la valeur ajoutée qu'on a décrite juste avant.
Voilà, les profits, et on peut rajouter les loyers aussi, sont perçus par des propriétaires qui ont le contrôle de la variable qui les intéresse. Les actionnaires d'une entreprise peuvent faire monter les prix et les propriétaires de logements en location peuvent aussi faire grimper les loyers. Ok, ouais. Alors que les travailleurs, eux, ils contrôlent pas leur salaire. Mais du coup, est-ce qu'on ne devrait pas mettre aussi les prêteurs dans le groupe de ceux qui contrôlent leurs revenus? Ce sont bien les prêteurs qui disent à quel taux ils veulent bien prêter, non? Les banques qui prêtent aux particuliers ou aux entreprises, oui. Lorsqu'il s'agit d'un crédit financé par elles à 100%, la banque choisit le taux qu'elle propose. Mais les entreprises et les États qui empruntent en passant par les marchés financiers, c'est un peu différent. Il y a une multitude de prêteurs et d'emprunteurs qui se rencontrent. Il y a une histoire d'offres et de demandes qui s'affrontent pour former un taux d'intérêt. Donc les créanciers influencent le niveau de ce taux, mais ils n'en décident pas seuls. Mais surtout, ce que je veux ici te montrer, c'est qu'une fois qu'un contrat de prêt est signé, le taux d'intérêt est fixe. Il ne bouge plus pendant la durée du remboursement. C'est pas vrai pour tous les contrats, il existe des prêts à taux variables. En Europe, par exemple, voilà comment se répartissent les types d'emprunts immobiliers entre taux fixe et taux variable. Tu peux voir qu'en France, ce sont majoritairement des emprunts à taux fixe, on le savait, mais au Portugal, c'est l'inverse. Ah ouais. Ah, je croyais que les taux variables, c'était que dans les pays genre le Royaume-Uni, les États-Unis. En fait, non, quoi. C'est la majorité des pays européens qui font comme ça. Bon, mais pour les prêts accordés aux entreprises ou aux États sur les marchés financiers, là, c'est une autre affaire. Les taux variables existent aussi, mais en grande majorité, c'est du taux fixe. Or, un taux fixe en période d'incertitude quant au niveau d'inflation, c'est pas cool. Enfin, c'est pas cool pour le prêteur. Ah non? Pourquoi? Prenons un prêt à 5 ans qui paie 10% d'intérêt. On prête 100 et on va récupérer, s'il n'y a pas de défaut, 100 plus 5 fois 10, donc 150. Je vais partir du principe que les intérêts ne sont pas réinvestis, histoire de simplifier le raisonnement. Donc, on avait 100 de pouvoir d'achat au début, et on a combien de pouvoir d'achat à l'arrivée? Eh ben, 150. Si l'inflation est à 0%, oui, mais si l'inflation est à 1% par an, alors pendant 5 ans, il faut enlever à nos revenus autant de 1% que d'années qui nous en séparent. Les 10 euros obtenus en année 1 ne valent que 9,90 € parce que quand on les reçoit, les prix sont montés de 1%. Les 10 euros reçus en année 4 ne valent que 9,60 € parce que quand on les obtient, les prix sont montés de 1% 4 fois de suite, 4 années consécutives. Ok, ouais, l'inflation vient réduire le pouvoir d'achat de celui qui prête. Parce qu'il touche ses intérêts et son remboursement à un moment où les prix sont plus élevés que quand il a prêté. Donc, dans mon exemple, le pouvoir d'achat supplémentaire du prêteur une fois l'emprunt remboursé, c'est pas 50 €, c'est 43,70 €. Maintenant, regarde ce qui se passe si je fais grimper l'inflation. D'un niveau stable de 1% par an, je la fais accélérer d'un point tous les ans. 1% la première année, 2% la deuxième, 3% la troisième, etc. En faisant ça, le prêteur ne gagne plus 43,70 €, mais seulement 25,10 €. Presque 2 fois moins que quand l'inflation était stable. D'accord. Donc si l'inflation grimpe et que les prêteurs ne l'avaient pas anticipé au début, ils perdent du pouvoir d'achat à l'arrivée. C'est ça. Si le prêteur s'attendait à une inflation qui accélère de 1 point tous les ans et qu'il voulait obtenir 43,70 € de pouvoir d'achat, il aurait fallu qu'il demande un taux d'intérêt de 14,5% au lieu de 10%. Donc ça veut dire que si les prêteurs s'attendent à plus d'inflation, ils vont monter leur taux. Et c'est pour ça que les taux ont déjà commencé à grimper. Voici par exemple comment réagissent les taux d'emprunt des États. Pour les pays que j'ai sélectionnés, les taux d'emprunt étaient en moyenne de 0,2% fin 2020. Aujourd'hui, ils sont passés à 2,7%. En fait, pour les prêteurs, quelle que soit l'inflation, qu'elle soit forte ou faible, ce qui compte, c'est surtout qu'elle soit stable. Parce que si c'est stable, c'est prévisible. Et si c'est prévisible, on peut savoir exactement quel pouvoir d'achat on tirera des intérêts perçus. Donc si l'inflation est élevée, les taux seront élevés. Les prêteurs veulent préserver leur pouvoir d'achat. Mais si l'inflation est élevée et instable, alors les prêteurs vont avoir tendance à monter encore plus les taux par prudence, histoire de se protéger contre une éventuelle accélération de l'inflation. Alors donc ça donne, les taux montent avec l'inflation et aussi les taux montent encore plus quand l'inflation est instable. Bon, ça c'était pour les prêteurs. Quid des emprunteurs maintenant? Eh bien pour eux, si il y a une augmentation de leurs revenus en ligne avec une inflation plus élevée que prévu, alors leur remboursement est plus facile. Oula, quoi? Eh ben oui, regarde, je reprends mon prêt de tout à l'heure, sauf que cette fois on se place du point de vue de l'emprunteur. On imagine que cet emprunteur gagne 1000 par an et que ce revenu grimpe avec l'inflation, donc plus 1% tous les ans. Tu vois que les 4 premières années de paiement des intérêts coûtent à l'emprunteur un peu moins de 1% de son revenu, tandis que c'est 10,5% de son revenu au moment du remboursement. Ah ok, si tu fais accélérer l'inflation, le mec va gagner plus que prévu tous les ans. Sauf que le remboursement de son prêt, lui, il est figé par le contrat. Donc ce sera plus facile que prévu de rembourser. Exactement.
Si l'inflation augmente de 1% tous les ans, on voit que la hausse des revenus de l'emprunteur accélère plus vite. En année 5, le dernier versement représente 9,5% de son revenu au lieu des 10,5% prévus si l'inflation n'avait pas accéléré. Ok, donc l'inflation rend les remboursements plus faciles, moins lourds pour les emprunteurs, à condition que leurs revenus augmentent avec l'inflation. Ce qui est quand même pas gagné. Et aussi, les nouveaux emprunts, quand l'inflation devient instable, vont coûter plus cher parce que les taux vont monter. Du coup, j'arrive pas trop à faire une synthèse de tout ce qu'on a vu là. S'il y a une boucle prix-salaire, l'inflation accélère. Les travailleurs/consommateurs ne se font pas avoir. Ils maintiennent leur pouvoir d'achat via l'augmentation des salaires. Les actionnaires non plus. Ils maintiennent leur part de valeur ajoutée via l'augmentation des prix. Les emprunteurs, à condition que leurs revenus progressent avec l'inflation, s'en sortent mieux. Et par effet miroir, les créanciers, ceux qui prêtent, eux, se font avoir sur les contrats déjà signés. Mais ils ne restent pas passifs. Ils montent leurs taux pour essayer de maintenir leur pouvoir d'achat sur les prochains contrats de prêt. Le risque d'une boucle prix-salaire, en plus de la redistribution du pouvoir monétaire liée à l'hétérogénéité de tout ce processus, c'est l'accélération de l'inflation. Les salariés obtiennent plus 3% de salaire, les entreprises montent les prix de 3%, le pouvoir d'achat des salariés ne change pas, donc au tour d'après, ils demandent plus 4%, puis plus 5%, puis plus 6%, etc., etc. Comme c'est une bataille pour la valeur ajoutée, celle-ci peut provoquer une accélération de l'inflation. Et là, ça dégénère en hyperinflation. Disons plutôt que ça provoque une redistribution permanente des cartes monétaires qui peut être difficile à vivre pour la population en général. Je pense pas qu'on ait jamais vu une boucle prix-salaire dégénérer en hyperinflation dans l'histoire. Il me semble que les hyperinflations sont liées à des pénuries massives. Pas assez de nourriture et de biens manufacturés pour assurer les besoins de base de la population. Donc nécessité de rationnement. Si les pouvoirs publics ne s'occupent pas ou n'arrivent pas à organiser ce rationnement via des coupons ou autres, ce sont les prix qui s'en chargent. Ils explosent. Puisque les prix s'envolent, les gens obtiennent logiquement des hausses de revenus, mais celles-ci ne résolvent pas le problème d'approvisionnement. Il y a toujours besoin de rationner la population. Donc les prix montent encore un coup. Les revenus suivent, mais ça ne résout toujours pas la pénurie, il faut rationner, les prix montent encore, etc., etc. Hyperinflation. Ah oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il faut garder en tête tout ce qu'on a dit avant. L'inflation peut aussi être un phénomène de pénurie. La vache, j'avais déjà oublié ça. S'il y a une boucle prix-profit maintenant, là, les travailleurs/consommateurs se font avoir. Ils perdent du pouvoir d'achat parce qu'ils n'arrivent pas à faire grimper leur salaire. Ce sont les actionnaires qui tirent leur épingle du jeu. Cette boucle ne change rien pour les emprunteurs et les créanciers. Les premiers, à condition d'avoir des revenus qui augmentent avec l'inflation, voient leur crédit actuel être plus facile à rembourser. Et les seconds augmentent leur taux afin que les prochains crédits qu'ils accordent leur permettent de protéger leur pouvoir d'achat. Cette boucle-là, si elle se maintient trop longtemps, risque de provoquer une crise économique, forcément. Si les travailleurs/consommateurs n'ont pas de hausse de salaire et se retrouvent confrontés à des emprunts qui coûtent plus cher, la consommation va finir par se contracter, ce qui provoquera un ralentissement économique. Les entreprises verront leurs ventes ralentir, donc fini les hausses de prix. Il faudra plutôt maintenir leurs prix, voire même les baisser pour écouler la production. Ok, donc stress permanent à cause de l'inflation permanente ou crise économique. Tu comprends bien que tout dépend de ce à quoi on a réellement affaire, plutôt un manque de production temporaire qui va rentrer dans l'ordre, donc avec des prix qui vont finir par arrêter de grimper, voire par baisser, ou alors est-ce que c'est une forme de pénurie plus permanente qui s'installe, avec un réchauffement climatique qui se fait de plus en plus sentir. Si c'est ça, alors c'est difficile de prévoir quoi que ce soit, il faudra revoir nos modes de consommation et de production. On pourrait aussi avoir une boucle prix-salaire permise par les aides gouvernementales liées au Covid. Si ces aides financières disparaissent, alors la boucle va sûrement s'arrêter parce que les travailleurs auront de nouveau peur de se faire licencier et ne parviendront plus à obtenir des hausses significatives de salaire. Si par contre on a une boucle prix-salaire qui s'accélère avec une inflation toujours plus élevée, année après année, là effectivement il y a moyen que ça stresse un peu tout le monde. S'il y a une boucle prix-profit, ça devrait s'arrêter assez vite parce que le mélange pas de hausse de salaire plus hausse des taux d'intérêt va faire diminuer la consommation. Et puis si comme c'est fort probable on a un mélange de tout ça, eh ben qui sait ? D'autant plus que de nombreuses lois peuvent être votées, investissement pour limiter la dépendance aux énergies fossiles, régulation des marchés financiers, contrôle des prix dans certains secteurs, mise en place d'un salaire maximum, loi sur la répartition de la valeur ajoutée dans les entreprises. On peut imaginer des myriades de choses pour combattre les pénuries et ou l'inflation et la manière dont elle redistribue le pouvoir monétaire. Ce qui est certain, c'est que les pénuries doivent être adressées d'une manière ou d'une autre et aussi que la nouvelle répartition du pouvoir monétaire va provoquer des choses. Parce que forcément, quelle que soit cette nouvelle redistribution, on imagine mal que les populations lésées, qu'il s'agisse des plus riches, des plus pauvres ou de n'importe qui entre les deux, ne réagissent pas, ne se fassent pas un minimum entendre. Ok, ouais. Donc en gros, l'inflation, c'est l'inverse du statu quo. Donc forcément, d'où que ça vienne, ça va réagir. Et l'un des premiers endroits où ça a déjà réagi, ce sont les bureaux des banques centrales.
Ah oui, tiens, ça c'est un truc bizarre d'ailleurs. Je voulais te poser la question. On a dit que l'inflation faisait naturellement augmenter les taux d'intérêt parce que les créanciers cherchent à protéger leur pouvoir d'achat, gna gna. Sauf que, il me semble que les banques centrales font ça aussi, non? Elles montent les taux d'intérêt quand il y a de l'inflation. Oui, c'est ça. Trop d'inflation, on monte les taux. Trop peu d'inflation, on les baisse. Mais alors, c'est quoi le délire là? Les taux montent déjà tout seuls quand il y a de l'inflation à cause des créanciers. Et les banques centrales en rajoutent une couche derrière? Exactement. Eh ben, je comprends pas la logique du coup. À quoi ça peut bien servir de monter les taux d'intérêt une deuxième fois? Eh ben, c'est une bonne question. En fait, à ma connaissance, le modèle utilisé par les banques centrales pour gérer les taux d'intérêt ne tient pas compte de cette hausse naturelle des taux d'intérêt en cas de hausse de l'inflation. Cela dit, on peut tout à fait imaginer que même si c'est pas le cas dans le modèle, les banquiers centraux en tiennent quand même compte, hein. En gros, si les banquiers centraux jugent qu'il faut des taux d'intérêt à 4% pour résorber l'inflation et que les taux sont déjà passés tout seuls sans intervention de leur part à 3,5%, eh ben, il reste plus qu'à faire le reste du chemin. Les taux passent à 3,5 mais on veut 4%, donc on monte les taux directeurs de 0,5%. Un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. D'accord, mais alors, c'est quoi la logique? Pourquoi la hausse des taux provoquerait un ralentissement de l'inflation? Commençons par un petit rappel. On a déjà parlé dans la partie sur le quantitative easing, il y a plusieurs taux d'intérêt dans l'économie. Si tu vas chez le banquier pour obtenir un prêt à rembourser dans 5 ans, tu n'auras pas le même taux que si c'est un prêt à rembourser dans 30 ans. De la même manière, le taux à 5 ans et 30 ans ne sera pas le même si l'emprunteur c'est toi ou une PME ou une grande entreprise cotée en bourse ou même un État. Ou encore si le prêt passe par une banque, un groupe de banques ou même par les marchés financiers. Il y a autant de taux d'intérêt que d'agents économiques et de situations. Cela dit, il y a quand même des taux qui gouvernent un peu tous les autres, les taux directeurs des banques centrales. Il y en a 3 en Europe, 2 taux d'emprunt et un taux de rémunération de l'épargne. Pourquoi 2 taux d'emprunt? Un taux pour les emprunts très courts, la veille pour le lendemain, en ce moment il est à 0,75%, un taux un peu plus long, une semaine, 0,5%, et puis il y a le taux de rémunération de l'épargne laissé à la banque centrale pour la nuit, qui lui est à 0%. Pourquoi le taux jour est plus haut que le taux d'une semaine? C'est pas l'inverse normalement, plus c'est court, plus c'est bas? Le taux une semaine correspond à des emprunts réguliers. Les banques préviennent à l'avance. La banque centrale sait à quoi s'attendre. Le taux dit overnight, c'est une sécurité si jamais il manque quelque chose. Les banques sont encouragées à ne pas utiliser la sécurité, donc le taux est un poil plus haut. Ah, ok. Et du coup, ce sont les taux à destination des banques, c'est ça? Voilà, seules les banques créatrices de monnaie, c'est-à-dire les banques chez qui tu peux ouvrir un compte courant, ont elles-mêmes un compte à la banque centrale. Donc il y a qu'elles qui bénéficient de ces taux directeurs. L'idée, c'est que comme les banques privées sont très influentes dans tous les recoins de la finance, pas que sur les marchés financiers, alors si on fait évoluer leurs coûts et ou leur rémunération, taux d'emprunt ou taux de rémunération de leur épargne, eh bien elles vont transmettre ces coûts/rémunération à tous les autres acteurs de la finance. Ah. Si les coûts d'emprunt grimpent pour les banques, les coûts d'emprunt vont forcément grimper pour tout le monde et inversement. C'est l'idée, oui. D'accord, bon, je suis à jour sur les taux directeurs maintenant. C'est quoi le rapport entre ces taux directeurs et l'inflation? Le modèle actuel repose sur 3 grandes hypothèses. 1. Plus les taux sont bas, plus le PIB est élevé et inversement. Plus ils sont hauts, plus le PIB est faible. 2. La concurrence entre les entreprises est imparfaite, si bien qu'elles peuvent faire varier leurs prix. Et 3. La Banque centrale va faire un arbitrage entre croissance économique et maîtrise de l'inflation. D'accord, c'est pas super parfaitement clair. Ça veut dire quoi la concurrence entre les entreprises est imparfaite? En microéconomie, dans ce qu'on appelle la théorie de la firme, en situation de concurrence pure et parfaite, une entreprise ne peut pas monter ses prix sans perdre des clients face à la concurrence. Elle ne peut pas non plus les baisser car elle ne maximiserait plus ses bénéfices. Les entreprises sont alors dites preneuses de prix. Le marché est supposé leur imposer un prix, sans qu'on soit d'ailleurs capable d'expliquer comment il ferait une chose pareille, c'est une des nombreuses critiques de cette théorie. Bref. Dans le modèle des banques centrales, les entreprises ont le pouvoir de faire bouger leurs prix et donc de les fixer à un niveau supérieur à ce qu'ils devraient être si tous les canons de la théorie néoclassique standard étaient respectés. On parle de concurrence imparfaite. Alors je ne vais pas décrire cette théorie standard, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. En gros, dans le modèle, l'inflation vient du fait que les entreprises fixent leurs prix à des niveaux trop élevés. Et c'est parce que la concurrence n'est pas parfaite qu'elles arrivent à le faire. Quand les entreprises montent leurs prix, inflation, les salaires ne suivent pas immédiatement, pour différentes raisons qui peuvent varier en fonction des modèles. Si bien que, pendant un temps donné, les travailleurs ne coûtent pas cher. Alors attends, je monte les prix, je monte pas les salaires. Ou en tout cas, je les monte pas tout de suite. Donc pendant un temps, les travailleurs sont moins chers qu'avant.
Ce qui pousse les entreprises à embaucher plus de travailleurs, puisque relativement à ce qu'elles gagnent désormais, depuis la hausse des prix, ceci coûte moins cher. Or, s'il y a plus d'embauches, il y a plus de production, et donc il y a plus de PIB. Alors, ouais, mais si les entreprises produisent plus, il faut plus de consommation. Elle va venir d'où cette consommation s'il n'y a pas plus de salaire? Elle va venir des nouvelles embauches. On avait des gens sans revenus parce qu'au chômage qui maintenant sont employés, donc en ont un. Et puis elle va venir des crédits. Comme les taux sont bas, les gens empruntent pour consommer. Ok. Donc dans le modèle, l'inflation provoque plus de PIB et moins de chômage. Et alors c'est plutôt une bonne nouvelle, non? C'est vrai, mais il y a des implications à long terme. Les banques centrales sont persuadées qu'une inflation trop forte, trop instable ou qui accélère est une mauvaise chose à long terme pour l'économie. Il est donc inscrit dans leur mandat que, même si à court terme, d'après le modèle, l'économie semble en profiter, cette inflation doit être réduite et stabilisée. Dans ce but, les banques centrales vont choisir, via l'augmentation des taux d'intérêt, de faire baisser le PIB et donc d'augmenter le chômage. Donc attends, pour lutter contre l'inflation, les banques centrales mettent une claque à l'économie. C'est ça la méthode? C'est ça, on fait grimper la température du patient en espérant que la fièvre tue le virus et pas le patient. L'idée dans le modèle est la suivante, si les taux sont remontés, la consommation par le crédit chute, les taux sont moins intéressants pour consommer mais plus intéressants pour épargner, donc les gens consomment moins et épargnent plus, les entreprises doivent donc produire moins, elles licencient, augmentation du chômage et nouvelle chute de la consommation. Dans un contexte où les ventes des entreprises diminuent, il n'est plus question de monter les prix, l'inflation retombe. Ok. Je monte les taux, ça rapporte plus d'épargnés, donc les gens choisissent ça plutôt que la conso, sauf que c'est pas forcément réaliste ce truc. Si les épargnants sont majoritairement des gens qui savent pas quoi faire de leur thune qui leur reste à la fin du mois, alors il n'y a pas de raison qu'une variation de taux provoque quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? On en a déjà parlé. D'un côté, les gens qui mettent 100% de leurs revenus dans la conso, pour eux, une hausse des taux provoque rien. De toute manière, ils n'ont même pas l'option d'épargner. Et puis de l'autre, ceux qui épargnent ce qui leur reste à la fin du mois. Et donc pour eux, et bah pour eux non plus, en fait, une hausse des taux, ça provoque rien. Ils vont juste continuer de consommer ce dont ils ont besoin et épargner le reste. Donc en fait, ils vont épargner un peu moins. Alors c'est vrai, mais dans le modèle, l'action d'épargner correspond à un choix conscient effectué par la personne. C'est pas une fatalité. On suppose que l'agent économique a toujours des velléités de consommation. Il épargne non pas parce qu'il ne sait pas quoi faire de son argent, il épargne parce qu'il a sciemment choisi de ne pas consommer aujourd'hui dans le but de consommer dans le futur. Pour un tel agent économique, nul doute que les taux d'intérêt qui rémunèrent l'épargne vont modifier la manière dont il arbitre entre consommation maintenant et consommation dans le futur. Mais est-ce qu'on est bien sûr qu'on a affaire à ces épargnants-là, et pas plutôt à ceux qui épargnent par dépit? Dans le contexte actuel en macroéconomie, la question ne se pose pas vraiment. On choisit de modéliser des agents qui épargnent par choix et pas par dépit. La question de savoir si c'est le cas, comme pour toutes les autres hypothèses, n'est pas jugée prioritaire. On cherche plutôt à savoir si le modèle est capable de décrire l'évolution de certaines variables. Ici surtout l'inflation et le PIB par rapport à certaines autres variables, ici surtout les taux d'intérêt. Puisque c'est ce modèle qui est utilisé, c'est très certainement parce que c'est lui qui donne les meilleurs résultats, celui qui permet le mieux de prédire comment inflation et PIB réagissent aux variations de taux d'intérêt. Mais le rôle d'un modèle macroéconomique, en tout cas dans la théorie dominante, n'est pas explicatif. Il ne dit pas comment fonctionne réellement l'économie. Il ne dit pas comment les variables sont réellement interconnectées. Il cherche simplement à répliquer une dynamique qui ressemble à ce qu'on observe. C'était pas ton explication la plus limpide. Regarde, je peux supposer que le Soleil tourne autour de la Terre, ainsi que toutes les autres planètes du système solaire. À partir de cette hypothèse, je peux construire un modèle qui peut prédire assez précisément la position des corps célestes. C'est ce qu'on faisait avec le modèle de Ptolémée. L'hypothèse du modèle est fausse, le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, le modèle ne décrit pas le réel, mais il est quand même bien pratique pour prédire le mouvement des astres dans le ciel. Donc, pour en revenir à l'économie, on a un modèle qui ne décrit pas le réel, mais qui fait quand même des prédictions pas mal. Disons qu'on n'a pas nécessairement cherché à savoir comment l'inflation, le PIB, les taux d'intérêt étaient réellement interconnectés entre eux. On n'a pas cherché à avoir le modèle qui était le plus descriptif possible. On n'a pas cherché à vérifier que l'image du fonctionnement de l'économie donnée par le modèle correspondait bien à la réalité. Par contre, on a cherché à vérifier que la prédiction du modèle, quelle variation de PIB et de l'inflation pour telle variation des taux d'intérêt, elle, était en accord avec le réel. Mais là, le problème, c'est que si on a des modèles non descriptifs, alors on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Un modèle peut être prédictif pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les mécanismes réels.
Si c'est le cas, alors on ne sait pas pourquoi on a raison. Et donc, on ne sait pas ce qu'il faut surveiller pour s'assurer de continuer d'avoir raison. Dit autrement, si on ne comprend pas comment ça marche dans la réalité vraie, alors on ne sait pas détecter les transformations qui modifient complètement les interactions entre les variables. Et donc, on peut avoir un modèle qui prédit nickel pendant X années et qui d'un coup, sans qu'on puisse l'anticiper ni l'expliquer, ne prédit plus correctement. Génial. Donc, je résume. C'est le meilleur modèle pour prédire l'inflation et le PIB à partir des taux d'intérêt, mais il n'est pas descriptif, donc on ne peut jamais savoir à l'avance si le modèle n'est pas devenu complètement caduque. Oui, je pense que c'est pas mal résumé. Ouais. Ok. Bon, sinon j'ai une autre question. Tu disais que les taux plus élevés provoquaient plus d'épargne et moins de consommation. Mais si l'agent économique épargne plus, mais qu'il y a moins de consommation, il va où l'argent de l'épargne? Il finance quoi? C'est pas très clair dans le modèle, il reste dormir quelque part, ce qui pour le coup est assez proche de la réalité, soit la monnaie dort sur les comptes courants sans être utilisée, soit elle est envoyée dans la boucle spéculative des marchés financiers. Des dépenses et des revenus qui vont faire varier le prix de produits financiers déjà existants, rien de concret pour l'économie réelle, pas de nouvelles usines, pas de nouveaux services, pas de nouvelles productions, juste des prix de choses abstraites qu'on ne consomme pas, qui bougent. Donc on pourrait très bien dire que la monnaie épargnée sort du circuit de l'économie réelle. Elle s'en va ailleurs pour soit dormir, soit faire quelque chose qui n'a pas d'importance pour ce qui nous intéresse. Le prix des produits financiers n'a pas d'importance pour ce qui nous intéresse? Si ces prix montent beaucoup ou baissent beaucoup, si, sûrement, mais s'ils ne font que s'agiter un peu dans un sens ou dans l'autre, non, pas forcément. En tout cas, le modèle n'en tient pas compte. Ouais. Ok, bon, je vois bien que c'est pas le sujet, alors je choisis de te laisser un peu tranquille, mais bon, ta réponse me satisfait qu'à moitié quand même. Donc, le rôle d'une banque centrale, c'est d'arbitrer entre je baisse les taux, je laisse l'économie en profiter pour faire plus de PIB et moins de chômage, mais je me retrouve avec de l'inflation qui monte, et je monte les taux, je mets une bonne claque à la consommation, le PIB accuse le coup, le chômage grimpe, mais l'inflation redescend. C'est ce que dit le modèle, ouais. Et la création monétaire là-dedans? Eh bien, elle n'est pas directement présente, mais elle est induite. Quand les taux sont bas, les crédits bancaires sont nombreux, ce qui permet d'ajouter beaucoup de monnaie dans le système. Quand les taux sont élevés, les crédits sont moins nombreux, l'ajout de monnaie est beaucoup plus faible. Bon, mais alors, dans notre cas, nous, est-ce que les banques centrales vont choisir de monter les taux ou pas? Parce que si j'ai bien compris, le modèle dit qu'on peut mettre une claque à l'économie quand le chômage baisse fort et que le PIB accélère à la hausse. Mais j'ai pas l'impression que la baisse du chômage et les taux de croissance délirants aient fait la une des journaux récemment, si? C'est une bonne remarque, oui. Les modèles de banque centrale sont pas très utiles pour décrire ce qui se passe, mais on l'a expliqué, de toute manière, c'est pas leur rôle. La décision que les banques centrales doivent prendre est la suivante. Est-ce que j'estime que l'activité économique est trop élevée aujourd'hui par rapport à ce qu'elle devrait être dans le cadre d'un projet de croissance économique à long terme? Dit autrement, est-ce que je donne de la fièvre à mon économie? Aujourd'hui, elle est par terre pendant quelques jours, mais ayant éliminé son virus inflationniste, elle reprend sa route de plus belle après ça? Ou alors, est-ce que je laisse mon économie continuer sans fièvre? Je considère que le virus qu'elle a attrapé est passager, il va disparaître de lui-même, et donc il n'y a pas de raison de ralentir l'économie. La réponse à cette question semble différente pour chaque pays. Les taux d'emprunt auprès de la Fed aux États-Unis sont passés de 0,25 en mars dernier à 2,25% aujourd'hui. En Europe, la BCE a monté ses taux de 0 à 0,5% au mois de juillet. Et la Bank of England a commencé la remontée de ses taux dès décembre 2021 de 0,1%. Ils sont aujourd'hui rendus à 1,25%. Ce que ça veut dire, c'est que les banques centrales britanniques et des États-Unis ont davantage peur d'une inflation qui s'installerait de manière durable, tandis que la BCE, elle, a plus tendance à interpréter l'inflation au sein de sa zone monétaire comme un phénomène passager. Donc pour le UK et les US, c'est une boucle prix-salaire de la mort, ça va faire une spirale qui va dégénérer, il faut vite intervenir, alors que pour la BCE, c'est une histoire de logistique. C'est la guerre en Ukraine, c'est le secteur productif qui tout saute un peu après le Covid, mais ça va passer tout seul. Ok, alors, ton interprétation est assez bonne, mais on va nuancer encore un peu. Dans le modèle des banques centrales, il y a une autre variable qui pousse les entreprises à monter leurs prix, l'anticipation de l'inflation. En gros, la Banque centrale fait l'hypothèse que les entreprises montent leurs prix parce qu'elles peuvent le faire, compétition imparfaite, mais d'une amplitude qui dépend de l'anticipation qu'elles ont de la manière dont les prix vont bouger. Donc, je m'attends à ce que mes concurrents montent leurs prix de 3%. Pour me protéger de ça, je monte mes prix en préventif de 3%. Exact. Mais si tout le monde anticipe une inflation à 3% et qu'en conséquence tout le monde monte ses prix en préventif de 3%, alors c'est autoréalisateur. L'inflation est effectivement de 3%. Donc là, le problème c'est de casser les anticipations inflationnistes des gens qui fixent les prix dans les entreprises. Ah bah bon courage.
Eh ben non, c'est pas compliqué, la solution des banques centrales est toujours la même. On casse les anticipations d'inflation via une réduction de l'activité économique. La hausse des prix n'est possible que si les ventes ne s'effondrent pas. Et les ventes ne s'effondrent pas parce que la consommation, la demande reste importante. Si on casse la demande avec des taux élevés, on fait diminuer les ventes, les entreprises ne vendent plus tout ce qu'elles produisent et les anticipations d'inflation disparaissent. Ah ouais, ok. Donc ça veut dire que là où les banques centrales montent les taux d'intérêt, elles ont peur d'une potentielle boucle prix-salaire ou alors aussi d'un emballement des anticipations d'inflation, quoi. C'est ça, oui, mais il y a une autre interprétation qui me semble très intéressante. Est-ce que tu es familier de la notion de demande effective? Non. C'est un concept développé par Keynes. La demande effective, c'est l'anticipation du remplissage des carnets de commandes par les entreprises. Autrement dit, c'est l'anticipation par les entreprises de la consommation future. Et l'idée ici, c'est de connecter les anticipations d'inflation des entreprises avec leurs anticipations de consommation. Je suis pas sûr de bien te suivre là. Imagine une entreprise qui sait que dans son secteur d'activité, la capacité de production est de 100, mais qui imagine que pour les mois à venir, la demande sera de 115. 115, c'est la demande effective, c'est ça, c'est la demande anticipée. C'est ça. C'est une prédiction. Puisque la prédiction donne la demande au-dessus de l'offre, l'entreprise est incitée à faire une prédiction d'inflation. Les prix dans son secteur devraient monter. Et donc, elle est incitée à monter ses prix. Ah, ok. Donc, l'anticipation d'inflation serait formée à partir de l'anticipation de la demande. C'est l'idée, oui. Mais maintenant, affinons un peu la théorie. Si l'entreprise devait anticiper une demande de 115 pour les 2 ans à venir, suivie d'une demande de 95 pour les 18 ans qui suivent, que déciderait cette entreprise? Eh ben, je monte mes prix pendant 2 ans et puis après je les baisse. Ok, et si l'anticipation était maintenant la suivante? La demande effective va rester à 115 pendant les 20 prochaines années. Que déciderait l'entreprise à ce moment-là? Eh ben, pareil, non? Sauf que là, cette fois, je monte les prix pendant 20 ans au lieu de 2. Et pourquoi pas plutôt construire une nouvelle usine? Après tout, la construction prendra sûrement 1 ou 2 ans, mais derrière, l'usine pourra servir la demande pendant les 19 ou 18 années qui suivent. C'est une opportunité de s'emparer de nouvelles parts de marché. Donc ok, on monte les prix le temps que l'usine se construise, mais ensuite, on cherche à répondre à la demande. Tu vois un peu l'idée? Une demande effective importante à court terme uniquement, avec anticipation de baisse de cette demande après coup, ne provoque que de l'inflation. C'est normal, on ne peut pas adapter les moyens de production à court terme. Mais une demande effective importante à court et long terme, c'est différent. Là, tu peux avoir de l'inflation dans un premier temps et des entreprises qui investissent pour développer leur outil de production dans un second temps. Ah ouais, c'est assez malin, j'avoue. Cette théorie de la demande effective de court et de long terme ne fait pas partie des modèles de lecture des banques centrales. Cela dit, est-ce que tu comprends à quel point une telle méthode d'analyse pourrait changer la manière dont les banques centrales cherchent à gérer l'inflation? Eh ben, je suis pas sûr, non. Que font les banques centrales en montant les taux d'intérêt? Elles affaiblissent la demande, et donc elles réduisent les anticipations de demande effective de long terme. Autrement dit, parce que les banques centrales montent les taux, les entreprises ne peuvent plus anticiper que la demande de long terme sera au moins équivalente, sinon plus élevée que les niveaux actuels. Et donc, elles ne peuvent plus justifier auprès de leurs actionnaires les investissements nécessaires à une augmentation des capacités de production. Et donc, l'inflation cesse et l'économie se contracte, alors qu'il aurait été possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre, une baisse de l'inflation une fois l'offre adaptée à la demande, et plus d'activité économique par l'augmentation de la production. Ah merde! Mais alors, pourquoi ce que je viens de te décrire reste purement théorique, à moins de créer un modèle mathématique bien câblé basé sur cette théorie et de l'appliquer pour voir si ça marche, on n'a aucun moyen de savoir si ce que je te raconte là est pure spéculation ou non. Mon but ici, c'est de te proposer une autre vision de la gestion de l'inflation et aussi de te montrer à quel point l'idéologie politique est importante, parce que sans une volonté politique pour développer et surtout pour appliquer une vision pareille au niveau des banques centrales, eh ben, on ne saura jamais si ça marche. Et on retombe sur le politique. Allez, on enchaîne et on termine, il faut encore que je te parle d'un truc et on pourra s'arrêter là, j'aurais, je pense, parlé de l'essentiel. On a vu que les banques centrales des États-Unis et de Grande-Bretagne ont monté leur taux directeur à des niveaux plus élevés que ce que la BCE a décidé de faire en Europe. Ça peut se lire comme des interprétations différentes de l'inflation par les banques centrales de ces différentes régions. Mais il faut aussi savoir qu'en matière de taux directeur, les décisions des uns et des autres ne sont pas indépendantes. Plus particulièrement, aucune banque centrale ne peut faire ce qu'elle veut sans tenir compte de ce que fait la Fed, la Banque centrale des États-Unis. Ah non? Pourquoi ça? Parce que le dollar est la monnaie internationale. Mais encore?
Ok, il y a toujours deux monnaies à considérer quand on s'intéresse à une économie. La monnaie de la zone qu'on observe, utilisée pour les transactions entre des acteurs qui vivent au sein de cette zone, et la monnaie du commerce international, le dollar, qui sert à régler la plupart des transactions impliquant deux acteurs issus de zones monétaires différentes. Ainsi, tous les pays, sauf les États-Unis, utilisent toujours au moins deux monnaies, leur monnaie nationale et le dollar. En conséquence, tous les pays qui ne sont pas les États-Unis doivent tenir compte de ce que fait la Réserve fédérale avec ses taux directeurs. Mais alors, quel rapport entre le fait que les pays doivent utiliser le dollar pour le commerce international et les taux directeurs de la Fed? T'aurais pas un exemple, un truc comme ça? Parce que là, c'est quand même pas très clair. Bon, mettons qu'un baril de pétrole coûte 100 $. Comment l'entreprise française ABC fait-elle pour acheter ce baril? Elle commence par regarder le taux de change euro-dollar. Mettons que celui-ci indique qu'avec 80 centimes d'euros, on peut acheter $1. ABC va proposer à celui qui le souhaite, sur un marché qu'on appelle le Forex, de lui échanger 80 € contre 100 $. Quelqu'un accepte, ABC récupère 100 $ et achète le baril de pétrole. Mais là, il n'y a pas de taux d'intérêt. J'y viens. La Fed décide de monter ses taux directeurs de 0,25 à 2,25%, tandis que les taux directeurs européens sont à 0,5%. On l'a vu, les taux directeurs sont des espèces de taux planchers qui constituent un coût pour les banques privées qui créent la monnaie. Quand les taux directeurs montent, tous les taux de l'économie ont tendance à monter avec, et inversement. Dans le cas qui nous intéresse, ça signifie que, en très simplifié, le rendement des obligations américaines en général va avoir tendance à être au moins 1,75% plus élevé que les rendements des obligations européennes. Par exemple, les obligations des États allemands et français ont des rendements respectifs de 1 et 1,5%, alors que c'est 2,8% pour les obligations souveraines des États-Unis. Ah, donc mieux vaut avoir des obligations US plutôt que françaises ou allemandes. Ça rapporte plus. D'où la suite du raisonnement. Comme ça rapporte plus aux États-Unis, les financiers échangent leurs euros contre des dollars, vendent des euros et achètent des dollars, pour pouvoir ensuite acheter des obligations US. Mais faisant cela, ils font baisser la valeur des euros par rapport au dollar. Par exemple, un dollar ne s'échange plus contre 80 centimes d'euros, mais contre 1,20 €. Si je reprends mon calcul de tout à l'heure, ABC pour obtenir 100 $ ne doit plus donner 80 €, mais 120 €. De 80 à 120 €, ça fait 50% d'inflation. Alors que pourtant, le prix du baril de pétrole n'a pas changé, il est toujours de 100 $. Ah ouais. Donc le baril de pétrole grimpe de 65 à 100 $, plus 54%, mais en plus, comme l'euro est passé de 89 à 95 centimes pour $1, en fait, c'est comme si le baril était passé de 58 à 95 €, soit une hausse de 64%. Donc l'affaiblissement de l'euro par rapport au dollar, lié à cette histoire de taux d'intérêt rehaussé par la Fed aux US et pas trop par la BCE chez nous, provoque de l'inflation supplémentaire par le biais de tout ce qu'on paie en dollars. Eh ben, belle compréhension. En plus, tu reprends les vraies données et tout, appropriation des connaissances pour en faire ta propre analyse. Je te mets la meilleure note, là. Bah, depuis tout ce temps, je fais encore un peu semblant de rien comprendre, mais en vrai, je suis au taquet, mon gars. Sauf que, en fait, c'est pas aussi simple. Et voilà. À chaque fois qu'il y a une flatterie, de toute manière, ça me revient en boomerang en pleine tronche. J'aurais dû le savoir. De l'inflation supplémentaire parce que la valeur de l'euro par rapport au dollar baisse, oui, c'est certain. Une banque centrale européenne ou britannique qui augmente ses taux directeurs pour faire un peu comme la Fed, par peur de voir sa monnaie perdre de la valeur, et donc par peur d'avoir encore plus d'inflation chez elle, c'est possible. Ça fait partie des choses que les banquiers centraux considèrent. Ce n'est pas la seule chose qu'ils considèrent, mais ça en fait partie. Par contre, dire que la cause de l'affaiblissement de l'euro ou de n'importe quelle autre devise est à attribuer aux variations de taux directeurs par les différentes banques centrales, là, attention, ça joue, c'est sûr, mais il ne faut pas trop simplifier. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte dans ce domaine, notamment l'explication selon laquelle les taux élevés aux États-Unis provoqueraient l'entrain des financiers qui s'en iraient vendre leurs devises pour acheter des dollars est à nuancer. On n'a pas pris en compte les histoires de hedge. Un investisseur qui possède des euros ou des dollars ne peut pas passer dans une autre devise comme ça. Il doit se protéger contre les variations de change et contre les variations de taux. Or, le prix de ces assurances peut totalement changer la donne. Les rendements à 1,5% en euros des obligations françaises à cause des conditions d'assurance peuvent devenir plus attractives que les 2,8% des obligations américaines en dollars. Ah ouais. Mais alors, on sait à quoi elles ressemblent ces conditions d'assurance là? On peut faire les calculs en tenant compte de tout ça là pour voir? On peut, mais moi perso, je peux pas. Je suis pas assez expert pour ça. Mais de toute manière, le calcul ne serait pas concluant parce que tous les fonds d'investissement ne sont pas non plus experts dans ce domaine. Certains fonds ne s'assurent qu'à moitié, voire pas du tout. Ça fait partie de leur stratégie. Donc c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe. Ouais, la finance quoi.
Donc pour résumer cette partie, oui, le différentiel de taux directeur entre la Fed et toutes les autres banques centrales a un impact sur la valeur des différentes monnaies rapportées au dollar. Oui, les banques centrales qui ne sont pas la Fed sont obligées de tenir compte de ce que fait la Fed. Mais non, des taux plus élevés aux États-Unis ne provoquent pas toujours des achats de dollars et des ventes de toutes les autres devises. C'est plus compliqué que ça, il y a d'autres paramètres très techniques à prendre en compte. Bien, bien. Alors, est-ce qu'on a fini? Enfin, s'il vous plaît. Il nous reste un acteur très important dont on n'a pas encore parlé, mais je garde ça pour une prochaine vidéo. On va faire un truc de geek, un peu de modélisation, ça va être sympa. Un acteur important? On a parlé des travailleurs consommateurs, on a parlé des actionnaires, on a parlé des créanciers, des emprunteurs. Je vois pas bien qui pourrait rester là. Ah non, tu vois pas? Non? Au revoir. Valéry Giscard d'Estaing? Mais non, l'État. À la vache. Ok, essayons de résumer tout ce qu'on vient de voir. L'inflation est un phénomène qui touche les biens et les services produits par les entreprises à destination des consommateurs. La hausse des prix des loyers, de la nourriture, des transports génère de l'inflation, mais pas la hausse des prix des produits financiers. Les biens immobiliers n'entrent pas non plus dans le calcul de l'inflation, parce que les instituts statistiques considèrent les achats immobiliers comme de l'investissement et pas de la consommation. L'inflation est donc associée à la hausse des prix des biens et des services de la vie de tous les jours. Les taux d'inflation sont toujours annualisés. 6% d'inflation au mois de juin ne signifie pas que ce qui coûtait 100 € en mars coûte 106 € en juin. Ça signifie que ce qui coûtait 100 € en juin 2021 coûte 106 € en juin 2022. Et bien sûr, rappel, l'inflation n'est qu'une moyenne. Certains prix montent beaucoup, d'autres presque pas. Certains peuvent même baisser. Pourquoi l'inflation est-elle un problème? La réponse est évidemment le pouvoir d'achat. Si les prix montent, alors, toute chose égale par ailleurs, le pouvoir d'achat permis par un salaire ou par de l'épargne diminue. Cela dit, il faut bien se rappeler que l'inflation n'est jamais qu'une moyenne, ce n'est pas un phénomène homogène. Les prix ne montent pas de la même manière dans tous les secteurs, et chaque consommateur et entreprise, en fonction de ses contraintes et habitudes, ne sera pas impacté de la même manière. Par exemple, quand le prix de l'essence grimpe, même si ça participe à créer de l'inflation, celui qui utilise le métro pour se déplacer ne voit pas son pouvoir d'achat se réduire. A l'inverse, celle qui prend sa voiture pour faire 200 km tous les jours souffrira beaucoup plus que ce que l'inflation semble suggérer. L'effet majeur de l'inflation, c'est donc d'abord et avant tout sa capacité à redistribuer le pouvoir d'achat. Il y aura des gagnants et des perdants. C'est parce que l'inflation est une lutte contre la perte de pouvoir d'achat que les créanciers, banques et autres sociétés financières, ont tendance à remonter leur taux d'intérêt quand l'inflation augmente. Plus celle-ci est imprévisible, plus ils auront tendance à assurer leur arrière avec des taux élevés. Les créanciers perdent du pouvoir d'achat sur les contrats de prêt en cours de remboursement quand l'inflation apparaît si ceux-ci stipulent que les taux des contrats sont fixes, ce qui est le cas pour la majorité des prêts qui passent par les marchés financiers. Par effet miroir, les emprunteurs qui remboursent ces prêts à condition que leurs revenus suivent plus ou moins l'inflation constateront que le remboursement et le paiement des intérêts leur retireront moins de pouvoir d'achat que prévu. L'inflation peut toujours se réduire à deux phénomènes, la nécessité de rationner la population et la lutte pour la valeur ajoutée. Le besoin de rationnement d'abord apparaît quand il existe un différentiel entre ce que l'économie est capable de produire et ce que les consommateurs sont capables et veulent consommer. Capacité de production d'un côté, offre, capacité et volonté de consommation de l'autre, deux notions que l'on regroupe sous le terme de demande. Mais attention au piège, la capacité de consommation doit être associée à la volonté de consommer. Si je possède une maison qui vaut 300 000 €, celle-ci représente une capacité de consommation théorique de 300 000. Mais si je ne veux pas la vendre pour ensuite acheter des biens et services de consommation, alors cette capacité n'est pas associée à une volonté de consommer. Donc le fait que je possède cette maison n'a aucun impact sur la demande. Et il en va de même pour le patrimoine en général. On peut mesurer la valeur des patrimoines immobiliers, actions, obligations, monnaies sur différents types de comptes, mais tout ça ne participe pas nécessairement à la demande si leur propriétaire ne souhaite pas consommer. Donc, quand on parle d'inflation, s'intéresser uniquement à la quantité de monnaie en circulation dans une économie n'a que peu de sens. Si cette monnaie se retrouve entre les mains de personnes qui ne souhaitent pas consommer, la demande peut tout à fait être très faible. Autrement dit, il faut être extrêmement méfiant à chaque fois que tonton Milton et son inflation toujours monétaire est évoqué. De la même manière que plus de patrimoine ne veut pas dire plus de demande et donc plus d'inflation, plus de monnaie ne veut pas dire non plus plus de demande et donc plus d'inflation.
En ce sens, le quantitative easing des banques centrales, qui consiste à transformer de l'épargne produit financier en épargne monnaie sur un compte, ne joue aucun rôle direct dans l'inflation, tout simplement parce que si le quantitative easing renforce effectivement la capacité de dépenser des épargnants par la hausse des prix des produits financiers, il ne renforce aucunement leur volonté de dépenser. Le quantitative easing, qui pour être encore plus précis consiste à acheter des obligations à des acteurs financiers, est utilisé pour faire augmenter le prix de ces obligations, afin de réduire leur rendement qui sert de benchmark pour la fixation des taux d'intérêt. Le quantitative easing est donc avant tout utilisé comme un outil de gestion des taux. Le différentiel entre offre et demande peut s'analyser sous l'angle d'une trop forte demande, tout comme sous celui d'une offre trop faible. Il y a finalement deux réponses à la lutte contre ce type d'inflation: limiter la demande ou augmenter l'offre. La réponse choisie dépend de nombreux paramètres, mais il est essentiel de noter l'importance de la décision politique dans cette dernière. Les gens doivent-ils avoir accès à tel ou tel type de biens et de services? Est-ce un signe d'excès de demande que de constater que leur accès à ces produits provoque de l'inflation, ou au contraire, un signe de manque d'offre? Les banques centrales sont persuadées que l'inflation est un phénomène néfaste. La redistribution du pouvoir monétaire est perçue comme trop stressante et comme ayant des conséquences négatives sur la croissance économique à long terme. Cette vision très négative de l'inflation est à relier à l'hyperinflation allemande des années 20, qui a marqué les esprits, ainsi qu'à la période inflationniste des années 70, qui s'est accompagnée d'un ralentissement de la croissance économique et d'une réinterprétation théorique des causes et conséquences de l'inflation. C'est à la suite de cette période, il y a une cinquantaine d'années, que les mandats des banques centrales se sont orientés vers ce qui est désormais leur priorité, la stabilité des prix. Les banques centrales, pour lutter contre l'inflation à l'heure actuelle, n'ont qu'un seul levier, celui de réduire la demande par la hausse des taux d'intérêt. Si jamais l'inflation devait être perçue comme un manque d'offres plutôt que comme un excès de demande, les banques centrales n'auraient, à la vue de ce que la loi les autorise à faire pour le moment, aucun moyen d'agir. En effet, les seuls acteurs capables d'investir pour augmenter les capacités de production sont les entreprises et, via les entreprises qu'ils possèdent ou via les commandes qu'ils passent, les États. À noter aussi que l'action de la Fed, la Banque centrale des États-Unis, a un impact sur les décisions prises par toutes les autres banques centrales. En effet, parce que le monde a besoin de dollars pour régler ses transactions, les taux de change rapportés à la devise américaine influencent les prix. Quand 80 centimes d'euros vaut 1 dollar, un baril de pétrole à 100 dollars, qu'il faut payer en dollars, coûte 80 euros. Mais quand 1 dollar vaut 1 euro, le même baril à 100 dollars coûte désormais 100 euros. 20% de plus. Inflation. Quand la Fed remonte ses taux directeurs, ce qu'elle a fait récemment, les flux de capitaux peuvent, c'est pas la seule variable, mais ils peuvent aller s'investir aux États-Unis pour en profiter. Les devises comme l'euro sont alors vendues pour acheter des dollars. Ces devises s'affaiblissent et donc, pour les pays qui ne sont pas les États-Unis, les importations qu'il faut payer en dollars coûtent plus cher. Mais ne lire l'inflation que par le prisme d'un différentiel entre offre et demande serait beaucoup trop simpliste. L'inflation peut aussi être le produit, au sein des entreprises, de la lutte pour la valeur ajoutée. Si les travailleurs parviennent à obtenir des actionnaires des hausses de salaire et que les prix demeurent inchangés, les travailleurs obtiennent un plus gros morceau de valeur ajoutée et l'inflation reste absente. Si les actionnaires contre-attaquent en augmentant les prix, alors le statu quo est maintenu mais l'inflation s'invite dans l'économie. C'est la boucle prix-salaire. Si en revanche les actionnaires décident de monter les prix sans consentir aucune hausse de salaire, alors ce sont eux qui obtiennent un plus gros morceau de la valeur ajoutée et à nouveau l'inflation fait son apparition. C'est la boucle prix-profit. Les données sont encore un peu récentes, mais il semble qu'à des degrés divers en fonction des pays, on puisse trouver des traces de ces deux boucles dans l'inflation qui nous touche aujourd'hui. L'inflation, qu'elle soit un différentiel entre offre et demande ou une lutte pour la valeur ajoutée ou les deux à la fois, n'a pas besoin d'être d'abord monétaire pour exister. Un virus perturbant les chaînes de production mondiales ferait baisser l'offre, générant ainsi une inflation sans qu'aucune monnaie ne soit injectée. Un État réduisant les inégalités par le biais de différents transferts pourrait provoquer une hausse de la capacité et de la volonté de consommer sans qu'aucune monnaie ne soit ajoutée non plus. Une inflation par le biais d'une boucle prix-salaire ou d'une boucle prix-profit ne nécessiterait également aucune nouvelle monnaie pour apparaître. En revanche, il est vrai qu'un phénomène inflationniste ne peut pas se maintenir longtemps sans des injections monétaires, et celles-ci sont permises par les crédits bancaires, créateurs de monnaie, dont les montants suivent naturellement la hausse des prix. Autrement dit, la causalité n'a absolument pas besoin d'être plus de monnaie, donc inflation. Dans la plupart des cas, c'est bien l'inverse qui se produit. L'inflation apparaît et donc les injections monétaires suivent. Pour ce qui est de l'interprétation de l'inflation que l'on connaît aujourd'hui, il est difficile de faire la part des choses. Une demande de pétrole supérieure à l'offre, en partie à cause des puits de pétrole fermés aux États-Unis. Un besoin de gaz fossile difficilement substituable en Europe, alors que la Russie, principal fournisseur en temps normal, a coupé l'approvisionnement. Une demande de produits manufacturés importante parce que le Covid a changé les habitudes de consommation, que les chaînes logistiques fonctionnant en flux tendu n'ont pas de marge d'augmentation et qu'une partie de l'Asie est encore confinée.
Une production agricole qui souffre de la guerre en Ukraine, grenier de l'Europe, des prix des hydrocarbures nécessaires à la fabrication des engrais et à l'alimentation en énergie des engins agricoles, et des conséquences du réchauffement climatique qui, cette année, a lourdement impacté les deux géants que sont l'Inde et le Pakistan. Des programmes d'aide aux ménages et aux entreprises qui ont permis de maintenir le pouvoir d'achat du plus grand nombre pendant la pandémie. Des demandes de hausse de salaire, notamment dans certains secteurs mis en avant comme essentiels pendant la pandémie. Et des envies de la part des entreprises et dans un contexte inflationniste inconnu depuis des années, de hausse de prix sans aucune contrainte particulière, simplement pour profiter de l'ambiance générale, histoire d'augmenter un peu les profits. S'il est certain que l'énergie joue le rôle principal, nous vivons toujours dans un monde totalement dépendant de l'approvisionnement en énergie fossile, toutes les autres explications sont parfaitement valables et jouent des rôles plus ou moins importants dans les différents pays et secteurs d'activité. Enfin, par la redistribution du pouvoir monétaire, par la lutte pour la valeur ajoutée, par le différentiel entre offre et demande, l'inflation nous force à nous poser de nombreuses questions. Qui mérite quoi? Qui a le droit de consommer quoi? Pourquoi? Est-ce juste? Devons-nous réduire la demande ou bien augmenter l'offre? Comment? Si les réponses à ces questions sont complexes parce qu'elles invitent à faire du cas par cas, elles ont au moins le mérite de nous indiquer à quel point le sujet est avant tout politique. Les techniciens et techniciennes sont évidemment importants pour comprendre les enjeux, mais les réponses sont nécessairement politiques.